Je vais voir le live. Ouais, ouais, tu auras juste un peu de décalage. Bonjour à tous, bienvenue sur ce Facebook Live avec un invité d'honneur de nos ateliers Cinélabs du Festival de cinéma français. J'ai nommé Monsieur Yann Kounen. Bienvenue Yann, bienvenue parmi nous, bienvenue au Pérou. Bonjour, merci. C'est un grand plaisir de t'avoir avec nous. On a beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à échanger avec le public. Alors, si je peux me permettre, quelques recommandations techniques avant d'entrer dans le vif du sujet. Nous continuons d'innover avec l'Alliance française de Lima. Cette rencontre est diffusée en français sur nos pages Facebook, la page institutionnelle et la page culturelle. Donc, vous pouvez nous suivre en langue française. L'échange va se faire en langue française. Mais il y a aussi une traduction, un interprétariat simultané avec Claudia, notre interprète attitrée à l'Alliance française de Lima. Celui-ci est sur le canal Zoom de l'Alliance française. Donc, il faut rentrer sur le lien du canal Zoom. On va le mettre sur le chat de la page de l'Alliance française de Lima. Vous rentrez sur le site du canal Zoom et vous choisissez en bas à droite le canal espagnol. Et là, vous aurez donc la traduction simultanée de la rencontre en espagnol. N'hésitez pas, surtout vous qui nous écoutez, soit en français, soit en espagnol, à nous poser des questions via le chat du Zoom ou via le chat de Facebook. Nos modératrices, Sophia ou Coralie, vont nous poser les questions en direct et donc on pourra échanger avec Yann en direct, en simultané. Que ce soit en espagnol ou que ce soit en français, on posera les questions à notre invité. Alors, bienvenue Yann, comme je te le disais, c'est un grand plaisir, un grand honneur de t'avoir avec nous. Nous inaugurons aujourd'hui le Festival de cinéma européen organisé par la délégation de l'Union européenne ici à Lima et au Pérou. Et moi-même, directeur de l'Alliance française de Lima et président du groupe des centres culturels européens présents au Pérou, qu'on appelle EUNIC, eh bien, nous créons, comme l'année dernière, un atelier qui s'appelle les Cinélabs, dans lesquels il y a des tables rondes, dans lesquels il y a des rencontres, des masterclass, des ateliers. Et donc voilà, c'est dans ce cadre que Yann Kounen, notre réalisateur franco-hollandais, parce que tu as deux nationalités, Yann, si je ne m'abuse, je crois que tu es né à Utrecht. Eh bien, c'est dans ce cadre que nous avons la grande joie et le grand plaisir de recevoir Yann Kounen. Comme on le disait un peu de manière humoristique dans la promotion qu'on a faite de cette rencontre, tu es peut-être le plus chipibo des réalisateurs français, le plus amazonien des réalisateurs français. On en reparlera tout à l'heure parce que Yann a un lien tout à fait privilégié avec l'Amazonie péruvienne. Pour ne rien vous cacher, on avait prévu de faire venir Yann au Pérou cette année. Eh bien, vous le savez, eh bien, ça n'est pas possible. En ce moment, ça n'est simplement pas possible. Mais nous réservons cette opération pour une rencontre en vrai avec Yann, et on a des projets dont on nous parlera en temps utile avec Yann et avec le travail qu'il a pu faire pour le Pérou, autour du Pérou, et avec les Shipibo, la communauté Shipibo connue. Alors, vous présentez un peu plus Yann Kounen. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Yann est très connu en France, en Europe. Il n'a pas cette célébrité au Pérou, bien sûr. Le cinéma français est célèbre au Pérou, mais l'actualité n'entre pas toujours dans les grandes salles commerciales. Il y a bien sûr les salles de cinéma des Alliances françaises du Pérou, la salle de cinéma de l'Alliance française de Lima pour voir les créations du cinéma français. Mais Yann n'est peut-être pas le plus connu ici auprès du public péruvien. Yann est un scénariste, un producteur, un réalisateur de cinéma français, comme je vous le disais, né en Hollande, aux Pays-Bas. Il a étudié les arts décoratifs à Nice. Yann, tu m'interromps et si vraiment je dis des bêtises, n'hésite pas à m'interrompre ou à préciser des informations erronées que je pourrais Bah, donner. alors, du coup, je vais préciser tout de Vas-y. suite. Je me considère plus comme un cinéaste parce qu'en fait, effectivement, souvent, c'est vrai que j'ai produit ou coproduit des films, mais c'est pas mon activité. Je me sens pas producteur réellement. Scénariste, oui, parce que il y a toujours une passe sur le scénario sur lequel je travaille, mais principalement, je suis un cinéaste. En fait, je fais des films. Et forcément, parfois, j'aide un peu à les produire. Quand c'est des petites choses, je peux les produire, mais c'est de plus en plus rare.
Et souvent, je travaille avec des scénaristes. Je crois que rarement j'ai fait un film où j'ai entièrement écrit le scénario au fond. Donc, je me considère plus comme un cinéaste. Voilà. Très bien, parfait, parfait. Derrière la caméra, en tout cas, pas chef-op, mais un homme de cinéma, un réalisateur, un cinéaste, quelqu'un qui a une vue artistique et globale sur son film. Ce qui est intéressant quand je dis que Yann a fait les arts déco, c'est qu'il ne sort pas d'une école formatée, j'allais dire stricto sensu du cinéma, et c'est ce qu'on reverra dans son travail, et ça me paraît tout à fait intéressant de le dire. Yann a commencé sa carrière en faisant des pubs. En réalisateur, on en parlera. Yann, tu as réalisé d'ailleurs des pubs très célèbres, hein, de la télévision française. Vas-y. Alors, j'ai pas commencé ma carrière comme réalisateur de pub. En fait, ce qui s'est passé, c'est pas mal que tu déroules comme ça, parce que ça permet de rentrer Parfait, non, non, on est là pour dans ça, des c'est choses très sur bien. lesquelles on reviendra pas. Mais non, mais c'est rigolo parce que souvent, je sais pas s'il y a des étudiants qui nous regardent, mais c'est toujours intéressant. Moi, je me rappelle quand j'étais étudiant, c'était par exemple toujours comment tu accroches dans ce monde complètement vertigineux quand tu es étudiant de faire des films de manière professionnelle et de ce qu'est le cinéma entre toi qui fais tes courts-métrages. Donc, en fait, j'ai commencé à faire des courts-métrages quand j'étais aux Arts Déco. Euh, et, euh, et ensuite, j'ai continué à faire des courts-métrages. J'étais un petit peu assistant, mais avec des amis ou des gens que je connaissais. Mais c'est surtout que j'ai fait un premier court-métrage qui s'appelle Gel Kérosène. Et on pourra y revenir, mais disons que j'ai fait un premier court-métrage, vraiment pas cher, d'animation, etc. Et qui a très bien fonctionné, qui a fait beaucoup de festivals. Et à partir de ce court-métrage, ça a intéressé des producteurs. Ces producteurs de publicité, au fond, ils cherchent des talents, des visions différentes, des savoir-faire. Et c'est à partir de là que j'ai été contacté en Angleterre, principalement par Helen Langridge, qui était une productrice d'une toute petite boîte à l'époque, qui est devenue une grosse boîte, mais qui était vraiment sur des choses assez artistiques, de clips et de pubs, et qui est venue me chercher. Et en fait, j'ai commencé comme ça en Angleterre à faire de la pub, et avec cet argent de la pub, je le réinvestissais dans des courts-métrages plus gros, et j'apprenais mon métier. Donc on y reviendra, mais c'est pour dire qu'en fait, le parcours, il vient, c'est que la publicité pour un réalisateur, c'est l'opportunité d'apprendre, de gagner de l'argent, parce que ce n'est pas les courts-métrages, là, on les dépense et on souffre, et de comprendre ce métier qui est très technique. On est des artisans, c'est-à-dire qu'à un moment donné, un long métrage, c'est construire un building, il faut d'abord avoir fait des cabanes, et puis après, si on vous commande certaines choses, vous allez comprendre comment ça fonctionne, parce c'est complexe, c'est un métier d'artisan. Et donc, la pub m'a permis d'acquérir ce savoir-faire et il a été un moment idéal sur le trajet. Effectivement, j'ai fait une carrière un peu de publicité, mais dès que j'ai pu faire après de la fiction, je l'ai quitté la publicité. Voilà pour la petite parenthèse. Non, non, très bien. Au contraire, c'est tout à fait intéressant. Parce que tu as effectivement, tu n'es pas un réalisateur de pub qui fait du cinéma. Tu es un réalisateur de cinéma qui est passé par la publicité parce que, comme tu le disais, il y a aussi des budgets. Et puis, le monde de la publicité, ce qui l'intéresse, c'est d'avoir une patte artistique dans le travail de la promotion de ces produits. Si on Et continue un peu. attends, je dirais juste un truc, ça c'est intéressant. Je crois qu'en fait, il n'y a pas de réalisateurs de publicité qui ont rêvé Ouais. d'être des réalisateurs de publicité. Je pense qu'il y a des réalisateurs de publicité qui ont rêvé de faire du cinéma et puis après ils se sont trouvés à l'aise avec la publicité, que peut-être qu'ils n'étaient pas faits pour diriger des acteurs, que finalement ils se sont rendus compte que ça leur convenait, ou alors qu'ils se sont retrouvés empêtrés à la fois dans l'argent facile et que faire des films c'est beaucoup plus dur, on doit redescendre dans son niveau de vie, investir beaucoup d'énergie personnelle, etc. Et donc, mais je ne pense pas qu'il y ait comme ça la volonté de gens de devenir réalisateur. Je crois que c'est les films qui nous font rêver et que si parmi les réalisateurs, même stars de publicité, certains se sont dit, bon, ben, en fait, ça me plaît, je suis à l'aise et puis je ne suis pas un raconteur d'histoire sur 1 heure et demie. Mais je ne pense pas qu'il y ait voilà, de désir Ouais. vraiment d'être réalisateur de publicité. C'est important de s'arrêter un peu là-dessus, Yann, parce que tu sais que les Cinélabs, c'est dirigé aussi à des aspirants professionnels, des professionnels du cinéma ici en Amérique latine et au Pérou. Et je pense qu'effectivement, il faut comprendre que c'est un métier difficile, qu'il y a un côté alimentaire, il faut bien vivre quand même. Et donc, ce côté alimentaire, il peut être aussi au jour le jour, au quotidien, occupé par des travaux de réalisation de films promotionnels, etc., etc.
Vas-y, C'est vas-y. vrai que si tu veux, c'est intéressant parce qu'il y a des étudiants ou des gens qui commencent à faire des films ou des gens qui font des films, je pense qu'il est toujours intéressant de passer un peu de temps dans cet espace parce que c'est le plus complexe. C'est-à-dire que pour un jeune réalisateur qui est encore à l'école, qui commence à faire des courts-métrages, c'est comment trouver sa place dans un système qui est très compétitif et en même temps qui est un peu sans pitié aussi, quoi, hein. Donc, heu, je dirais que dans ce système, en fait, heu, l'acquisition du savoir-faire est très importante et la capacité à ne pas oublier ses idéaux. C'est-à-dire que la publicité peut être si que la personne le réalisateur a du talent, c'est comme une sirène, tu vois? C'est-à-dire que d'un coup, elle va te proposer Une des sirène de choses où pompier ou finalement une sirène non, non, d'un lac une sirène amazonien? qui que pas peut-être pas celle dans le lac amazonien, plus celles qui sont à Hollywood dans les eaux et qui te font miroiter des tas de choses, tu vois? C'est-à-dire que c'est une vie plus facile, Mhm. où voilà, c'est une vie plus facile où on gagne de l'argent et cetera et c'est très difficile. Enfin, par exemple, moi, si tu veux, j'ai vu que d'un cours que j'étais étudiant, que tu vois, tu gagnes pas beaucoup d'argent, tu bricoles, tu comptes vraiment tes sous, puis d'un coup, boum, on te fait faire une pub et tu touches beaucoup d'argent. Et moi, j'ai vu des copains, par exemple, qui se sont mis à bien vivre, mais du coup, ils ont un niveau de vie à tenir. Et donc, ils peuvent pas s'arrêter 6 mois à ne rien gagner pour faire, des films et ça, je l'ai assez vite vu et je dirais que c'est la première recommandation que je ferai à des étudiants. Si jamais la pub ou la commande ou une vie facile vous sourit sur des choses, si vous avez l'ambition de faire du cinéma, heu, avec des sujets à vous ou et raconter si vous avez envie de raconter des histoires, il faut surtout pas relâcher la vigilance. Il faut faire bien son boulot dans ce qu'on vous demande, mais l'énergie et l'argent qui va rentrer, il faut la gérer. C'est-à-dire que moi, je mettais de l'argent de côté pour faire mes courts-métrages, je changeais pas mon niveau de vie ou très peu, je m'achetais pas de bagnole, de machin. Mon niveau de vie, c'était les courts-métrages. Parce que je savais qu'il fallait que je fasse plusieurs courts-métrages pour qu'en même temps, je puisse prouver que voilà, j'ai fait 3 films qui font au moins 30 minutes. À ce moment-là, tu rentres dans une catégorie, tu peux être considéré pour faire du long métrage. Mhm. Et que c'est une période de 4 ou 5 ans où c'était pas les vaches maigres, mais c'était pas, c'est resté tendu avec un objectif et je pense toujours que cette détermination est importante. Je le dis, si la personne a vraiment, quand elle a commencé son parcours, le désir de faire, des Allons. films, voilà, un long ou vraiment de s'exprimer comme ça et de faire attention, voilà, à ça. Parce qu'après, ce qui est aussi très étonnant, parce que moi j'ai quand même été avec une pléiade de gens qui voulaient faire la même chose que moi et plein d'autres ont trouvé d'autres voies au sein du cinéma. Tu vois, dans les écoles, par exemple, tout le monde Ouais. veut faire des réalisateurs et puis moi je travaille par exemple, j'étais par exemple chef opérateur en tant qu'étudiant d'un film d'école d'une amie qui aujourd'hui est une grande chef décoratrice et je fais tous mes films avec elle. Et on s'est connus depuis l'âge de 25 ans. Et, et ce qui est intéressant, c'est aussi de se dire que dans une école, il y a quelque chose de vraiment très important, c'est la solidarité entre les étudiants. C'est ce qu'ensemble, moi je travaille avec mes copains d'école encore. Voilà. Tu vois? Et alors pas Ouais, toujours, une pas à tous les équipe. postes et tout, mais ça, on en a besoin quand on sort d'une école, d'avoir un tissu où l'un va trouver un job, où on va se soutenir, parce qu'il y a vraiment cette notion de tribu. Voilà, fin de la petite Non, non, parenthèse au sur contraire, le on est rentré dans le vif du sujet, mais c'est très bien. Et puis, et c'est très bien aussi ce que tu dis là, c'est-à-dire qu'on considère toujours le cinéaste star, enfin le démiurge qui voit son film, et on oublie très souvent quand même que c'est quand même une sacrée aventure collective de faire un film. Et vas-y, vas-y, je t'en prie. Ouais, ouais, non, non, mais là, c'est très intéressant ta question parce que c'est vraiment des idées reçues. Je pense qu'il y a un truc, qui est véhiculé dans le collectif par à la fois les journalistes et certains portraits et qui est loin de toute la réalité du cinéma quand tu en fais. Tu vois, moi aussi, j'ai toujours imaginé, par exemple,
que le réalisateur doit tout savoir sur tout, qu'il va pouvoir vous dire la nappe doit être comme ça, et puis tu vois, et tu as ces espèces de cours de cinéma, de théories sur les volontés du cinéaste par rapport à un film et de sa vision pure et tout. Mais ça, quand tu as ça dans la tête, qu'on te met ça dans la tête à la fois dans des écoles de cinéma et qu'on te met ça dans la tête dans le collectif sur ce qu'est un cinéaste, cette espèce de démiurge qui doit mener à bout sa vision. Mais en fait, c'est pas vrai. Et c'est la meilleure nouvelle pour les étudiants, c'est des conneries. C'est-à-dire qu'en fait, et puis après, pour avoir parlé avec des cinéastes et certains dont j'étais des fans absolus de leurs films quand j'étais étudiant et que j'aurais jamais pensé leur parler, mais bref, c'est pas comme ça que ça se passe. En fait, il faut toujours garder cette notion, cette idée qu'on est un artisan. Parce que ça peut être très noble d'être un artisan. Et un artisan va faire quelque chose qui va être une œuvre d'art, hein. Tu vois, c'est des artisans qui ont aussi fait Notre-Dame. Et qu'un film, c'est une aventure collective auquel le réalisateur n'a pas à avoir la réponse à toutes les questions. Ça va faire du bien peut-être à deux trois étudiants qui Oui, ça m'écoutent. peut décomplexer un peu tout le monde, tu as raison, c'est délicat. Voilà. Et que toute question qui vous est envoyée par quelqu'un peut lui être envoyée. Ça, c'est très intéressant. Ça, on n'a pas commencé à parler on rentre directement dans la cuisine. Mais moi, j'ai toujours pensé que ce genre de situation, tu vois, de chat, c'est pour faire Bien sûr. passer le maximum de conseils que j'aurais aimé avoir. Et en fait, ça veut dire que, par exemple, je prends un exemple concret, hein, Vas-y, vas-y, on compte. la chef costumière arrive et dit la robe, tu la veux rouge ou bleue. Voilà. Et ben, Ah, Yann, on a un petit souci avec ta caméra. Te non, non, revoilà. c'est juste que j'ai mon producteur qui m'appelle, tu vois, voilà. Ah bon, d'accord. Euh, donc, La et robe donc, rouge ou bleue? voilà, la robe rouge ou bleue. Et ben, vous pouvez dire, je sais, qu'est-ce que tu en penses? Pourquoi? Parce que vous pouvez toujours choisir, mais ce qui est intéressant, c'est que l'autre, c'est sa spécialité, les costumes. Donc, vous allez responsabiliser sa création et vous allez choisir. C'est un peu plus complexe que ça. On est un chef d'orchestre. C'est pas nous qui jouons chaque instrument. On n'est pas obligé de savoir jouer. Par contre, on doit aider à ce que chaque un des collaborateurs donne le meilleur de lui-même et comprenne la vision du film que vous donnez. Il y a certains metteurs en scène, bon, par exemple, moi, c'est mon cas, où sur le cadre, la caméra, l'écriture, je discute avec personne, ou presque, avec mon chef-op, mais j'ai vraiment là une chose précise. Il y a d'autres postes, quand c'est des décors et des costumes, j'adore laisser du champ et aux acteurs aussi, il faut leur laisser du champ. Ils connaissent mieux les personnages que nous, les acteurs. Donc, Qui te tout surprennent. ça pour dire, voilà, aux étudiants et aux apprentis, vous n'allez pas avoir réponse à tout. Donc, ne stressez pas si on vous pose une question, en dire mince, je suis réalisateur, je suis le cinéaste, je suis le démiurge, il faut que j'ai l'air crédible, donc il faut que je réponde. Et en plus, on peut même se tromper, hein, c'est la vie. Le tout, ce qui est important, c'est quand on fait ça, il ne faut pas être stressé. Hmm. Et j'avais vu une vidéo de Scorsese qui était géniale quand j'étais étudiant, où tout le monde venait vers lui, tu vois, parce que c'est souvent ça, tu as le metteur en scène et toute l'équipe vient, alors qu'est-ce qu'on fait? Et Scorsese qui commençait à mettre en place, il disait en rigolant, je sais pas, on va voir, on va trouver. Pour En l'instant, je allant. sais pas. Mais s'il dit ça, il n'a pas dit ça en disant, je sais pas, on va trouver, on va voir. Ça, là, tu es mort. Parce que là, les gens voient que tu sais vraiment pas. Mais si tu dis, c'est génial, je sais pas, mais qu'ils C'est une voient que vous méthode. êtes. Voilà. Donc, dans la méthode, une des choses, par contre, qui est très importante pour les réalisateur, c'est l'apprentissage de la gestion du stress et d'être bien pour que la créativité s'exprime, que tout problème qui arrive est une opportunité d'avoir une nouvelle idée, que, que vous restez bien. Parce que quand on est bien et qu'on est en face et qu'on n'a pas tout de suite la solution, bah, les gens, ils ont confiance en vous et vous avez confiance en vous-même. Voilà. Merci Yann. Écoute, je ne peux pas m'empêcher de te dire que ça fait écho à ma position ou à la position des chefs, des directeurs, des managers. C'est exactement ça. Quand on a une organisation, une association, un projet collectif, il faut savoir libérer les énergies et de faire en sorte bien s'entourer, hein, ce qui est important. Et puis ensuite, accepter effectivement qu'il y ait plusieurs manières de bien faire
et que chacun, là où il est, puisse donner le meilleur de lui-même. Et c'est comme ça qu'on arrive à avoir une vraie plus-value. Et les films s'en ressentent, comme tu dis. Quand tu vois Scorsese, c'est effectivement ça. Chacun donne le meilleur de lui-même et il y a une vraie plus-value au résultat final, quoi. C'est tout à fait intéressant. Et là, on est sur des vrais conseils pratiques pour les gens qui veulent se lancer dans cette grande aventure qu'est le cinéma. Alors, si on veut avancer un petit peu, on parlait de voilà, comment faire ses armes à travers la pub. Il y a aussi quelque chose qui t'a caractérisé dans ton début de carrière, si tu peux me permettre, c'est les clips. Tu es connu pour avoir fait des clips importants dans le mainstream ou dans l'alternatif. Je pense à Assassin. Ça m'a interpellé dans ta carrière de savoir que tu as pu travailler avec Rockin' Squat. Parce que Rockin' Squat, alors je le dis pour le public péruvien, on a reçu Cut Killer au mois de juillet, qui est le DJ qui apparaît dans La Haine. C'est ce milieu alternatif du hip-hop français. Rockin' Squat, c'est aussi le frère de Vincent Cassel, fils de Jean-Pierre Cassel. Donc là, on est dans une famille d'enfants de la balle du cinéma français. On en parlera parce que Vincent Cassel, tu l'as fait tourner dans Doberman, qui a été ta première grosse pierre dans le jardin du long métrage. Est-ce que tu peux nous commenter un petit peu ce travail avec la musique et avec ces courts formats que sont des vidéoclips aussi? Alors, les vidéoclips, c'est un petit peu comme la publicité, mais la publicité, vous faites un film qui raconte une histoire pour vendre un produit. D'accord? Donc, vous savez qu'en face, les gens vous donnent tout ça pour vendre une paire de chaussettes, une bière ou une bagnole. Tandis que quand vous faites un clip, vous allez magnifier le travail d'un artiste qui est un musicien et qui a créé un titre et que vous êtes là avec lui. Et donc là, déjà, c'est un autre niveau. C'est-à-dire que votre travail est forcément de trouver, voilà, trouver des idées qui vont aller avec la chanson de l'artiste et de vous laisser inspirer par et d'écouter en boucle et tout. Donc moi, je me suis beaucoup amusé parce que en fait, alors c'était super de faire Touche d'espoir avec Rockin' Squat, mais j'ai fait plein de trucs très enfin, j'ai pas fait tant de clips que ça, hein, peut-être une dizaine, je pense, mais j'ai travaillé avec, dans des genres totalement différents et chaque fois, j'essaie de me mettre au service des artistes. Parce que Pauline alors Esther, Elmer oui, alors Footbeat. Vas-y. C'est juste pour les notre juste pour le chihuahuas, message. j'ai fait les chihuahuas, j'ai fait, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'en ai pas fait tant que ça, hein. Ah oui, Erasure. 2 Mhm. clips pour Groupe anglais. Erasure, le groupe. Mais en fait, il y a une époque quand je commençais où à la fois j'ai capté l'énergie du groupe et qu'après tout de suite j'avais envie de trouver des histoires à moi qui rentrent dedans et de faire mes images. Parce que c'est difficile pour quand vous êtes jeune réalisateur de pouvoir faire des images. Essayez de trouver, un espace qui correspond à l'artiste, mais qui vous permet, vous, d'essayer des choses, de créer des décors. Par exemple, de se dire: «Tiens, j'ai fait un clip entièrement en extérieur». C'était par exemple Chihuahua avec, le cirque Archaos, c'était super, à Barcelone et puis après d'un coup, dire: «Ah, c'est le prochain, j'aimerais bien le faire en studio». Comme ça, je découvrirais ce que c'est que de tourner en studio et je comprendrai aussi le studio et donc voilà et donc on construit un projet pour c'est une belle école pour ça, parce que ça vous permet du coup c'est très agréable le clip. Il y a pas forcément encore moi j'ai fait des clips à une époque où il y avait vraiment des budgets importants, donc j'ai pu avoir vraiment des moyens pour les faire. Et donc voilà, c'est chouette. C'est-à-dire que c'est pas du tout comme la publicité. La publicité, c'est beaucoup plus contraignant. En même temps, il y a beaucoup plus de moyens, mais en même temps, vous vendez un produit. Mais vous racontez une histoire. Dans un clip, vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez fabriquer des images. Il faut trouver juste le c'est plus poétique de faire des images d'un clip. Moi, j'étais très narratif souvent parce que je voulais être un raconteur d'histoire, donc j'avais envie de mettre de la narration pour m'entraîner à le faire aussi. Puis c'était mon mode. Mais je dirais qu'après, dans les clips que j'ai fait plus tard, ou si je faisais un clip aujourd'hui, je sortirais du mode narratif pour être dans un mode sensoriel pur, c'est-à-dire juste Mhm. donner l'énergie, trouver la manière de traduire visuellement et de magnifier l'énergie qui est contenue dans la chanson, dans le titre, dans les paroles. Mais on est dans une dimension plus poétique, donc plus sensorielle. Voilà. Mais c'est vrai que j'en ai pas fait depuis des années. Bon,
simplement parce que voilà, moi je suis plutôt sur autre chose aujourd'hui. Et puis il y a plus trop de budget, donc j'ai plus trop de. Je m'amuse plus à faire mes fictions en fait, hein. Voilà, et si je vais faire des choses expérimentales, je vais peut-être chercher ailleurs dans la réalité virtuelle ou des territoires comme ça. Mais je pourrais demain refaire un clip. Il suffirait juste que je trouve l'adéquation entre une musique qui me plaît, suffisamment de moyens pour faire une musique qui me plaise. Voilà, je dû en faire une petite dizaine, je pense. Mais c'était c'est une belle période. Voilà. Ce qui est intéressant dans cette histoire de clip, c'est que c'est aussi ce qui te caractérise. Il y a le côté de la liberté formelle et puis de pouvoir travailler avec un autre artiste. On va le reprendre, c'est un des thèmes que j'ai voulu aborder avec toi en préparant cette rencontre, mais c'est que tu as quand même adapté beaucoup d'œuvres littéraires, que ce soit de bande dessinée ou de livres. Et donc là, il y a pas que toi. Il y a aussi une autre vision artistique. Et dans le clip, c'est ça, avec le chanteur. On le retrouvera dans la bande dessinée avec Blueberry, on en parlera tout à l'heure. Aussi avec 99 francs de l'adaptation de Beck BD, bien sûr. Et puis avec ton premier grand long métrage qui est Doberman, qui est aussi une adaptation d'un roman mythique, d'une œuvre mythique littéraire. Si tu veux bien, on va passer la bande-annonce de Doberman et puis on le discute ensemble, si tu es d'accord, à moins que tu aies quelque chose à déclarer pour ta Si, alors, défense. Vas-y. juste avant pour ma défense, c'est intéressant parce que j'y avais pas pensé. Oui, il y a le travail avec des artistes, si tu veux, qui sont des auteurs et de l'adaptation. Mais d'un coup, j'ai pensé à un truc. J'ai fait un court métrage qui s'appelle Le Dernier Chaperon Rouge. Et par exemple, ça, je l'ai fait avec un autre artiste, puisque c'est Philippe Découfflé. Moi, j'étais le metteur en scène, mais lui a fait toute la chorégraphie. C'était une comédie musicale. Donc, quelque part, au sein de la mise en scène, je laissais un autre faire la moitié de la mise en scène. Moi, je faisais la caméra et c'est lui qui faisait et travaillait comme ça. Et Philippe Découfflé, c'est quand même vraiment un grand chorégraphe. Et donc, tu vois, c'est pas un clip, c'est encore une autre façon de partager joyeusement la créativité au sein d'un film. Voilà. Allez, on regarde la bande-annonce de Doberman. Hop, je vais partager. Ah non, là, il y a un petit bug. C'est 99 francs. Excusez-nous, on va revenir sur le partage de Doberman. Alors, pour vous le dire, Doberman, c'est une révolution pour moi dans le cinéma français. Je ne suis pas le seul à le penser. Certains ont dit que c'était un coup de poing dans la gueule du cinéma français donné à la fin des années 90. 1997, si je ne m'abuse, si mes infos sont bonnes. Et effectivement, il y a un avant et un après Doberman, un grand coup de fraîcheur. Ça me fait penser, alors je me trompe peut-être, hein, mais tu sais que j'ai dit la même chose exactement il y a quelques mois à Johann Sfar, qui a fait souffler un grand vent de fraîcheur dans la bande dessinée française. Et je vois que vous êtes tous les deux de Nice. Est-ce que tu le connais? Oui, oui, je l'ai croisé. J'adore ce qu'il fait. Et puis en plus, il a fait du cinéma. C'est Oui, super. Non, oui, non, Gainsbourg. non, non, c'est super, c'est super. Et je pense que Et ça correspond un peu à peut-être c'est une question générationnelle, mais j'ai l'impression qu'au même moment, il y a eu envie de changer les codes un peu, quoi. je pense qu'il est plus jeune que moi, hein. Moi, je suis un peu plus Ah, vieux. allez, ça y est, on a la BO de Doberman et on voulait juger, on en parle.
Alors, pour ceux qui ne l'auraient pas vu, je vous invite à regarder ce film qui a été, en tout cas, nous sommes plusieurs à le penser, une petite révolution, au moins formelle dans le cinéma français. J'ai un peu de son là, pardon, hop là. Pardon, j'avais un petit contrôle. Alors, Yann, est-ce que tu peux nous en parler d'Oberman, Vincent Cassel, Monica Oui, Bellucci? Comment c'est venu, pourquoi, comment, et puis comment il a été accueilli? Un film qui a été jugé en son temps ultra violent. Vas-y, je te laisse, je te laisse commenter toutes ces. alors là c'est pas la bande-annonce, je pense, c'était un extrait du film en fait, puisque c'était une scène entière, alors qui peut-être sert de bande-annonce, mais je crois enfin voilà. Est-ce que moi ça saccadait pas mal? Est-ce que ça passait bien pour toi? Pour moi, oui. Je ne sais pas pour les téléspectateurs. Les Ouais, je sais spectateurs, je pas ne sais s'il faut pas. montrer trop d'images parce que moi j'avais pas de son, ça faisait Ça va ah, être c'était descendu. expérimental, hein. Donc faudrait peut-être savoir si tu veux passer d'autres trucs, faudrait peut-être savoir. On peut, Ça marche. voilà. Mais en tout cas, le Doberman, en fait, c'était au moment où j'avais fait un court métrage qui s'appelle Vibro Boy, qui était assez barjot, grand guignol, trash, euh, et, euh, et à ce moment-là, je cherchais. J'écrivais moi des films, mais tu vois, c'était des trucs assez barges avec des voyages dans le temps, avec des Russes qui fabriquaient des machines à voyager dans le temps, dans la Russie de Staline et tout. C'est-à-dire, tu es tellement loin, même aujourd'hui, je me dis, mais comment moi, j'ai pu croire un instant, sans connaître le cinéma, qu'on pourrait proposer des histoires qu'on a envie de voir, mais qui sont complètement folles. Et donc, je me heurtais pas mal à des murs. J'avais commencé à enchaîner quand même des films remarqués, on va dire, en court métrage avec une certaine longueur. Et puis un jour, un ami, Pascal Laurent, un pote des Arts Déco d'ailleurs, m'a dit: «Mais tu devrais faire le Doberman». Lui, il m'a amené les bouquins du Doberman de Joël Houssin. Alors Doberman, c'est une série de romans. Mhm. C'est le livre numéro 1 à Fleury-Mérogis, quoi. C'est grosso modo, culte, et c'est vraiment l'histoire d'une bande de truands. Enfin, c'est l'histoire de Doberman et d'un commissaire qui est tout aussi destroy qu'eux, et tout le monde est destroy. Il y a une gouaille à la Audiard particulière qui est celle de Joël Houssin. C'est assez trash, et les romans sont formidables, les personnages sont formidables. Donc moi, je lis les romans, et puis je contacte Joël Houssin, euh, et je lui envoie le Doberman, qui est quand même un court-métrage bien trash. Et, et, euh, et donc, il voit le film, il dit: «Ah, c'est super, j'adore, ça serait super ça serait top que tu fasses le Doberman». Donc, sur ce que je fais, c'est que quand je rencontre des producteurs qui commencent à vouloir me rencontrer, des producteurs de long métrage, parce que Parce que tu il avais y a fait la eu, pub, parce que j'avais fait Vivre Boy. Non, non, pas la Libre pub, Boy. ils s'en foutent Ouais, en ouais. fait. En Mhm. France, ils regardaient pas. En France, les producteurs n'ont jamais regardé les réalisateurs de pub, ils s'en foutent, D'accord. c'est un autre métier. Par contre, si tu C'est court si métrage. voilà, c'est les courts-métrages en fait, et je pense aujourd'hui la pub compte, hein, plus dans les années, si vous faites vraiment des belles pubs et qu'à côté il faut pouvoir prouver qu'on tient des personnages sur la durée. C'est vraiment ça qui est une grande différence. Et donc moi j'avais fait avec 3 personnages, un film de 30 minutes qui s'appelle Vivre Boy, et qui était grand guignol, mais avec des personnages qui tenaient, et un film qui se tenait, quoi. Voilà. Et donc, je vais voir les producteurs qui veulent bien me recevoir parce qu'ils ont vu ou entendu parler du film. Et je leur propose mes histoires de voyage dans le temps que j'avais coécrit avec Carlo de Boutigny, avec qui j'avais fait Vivre Boy. Et, et puis souvent, j'ai des refus. Alors, ce que je venais au rendez-vous et je donnais un roman. Et je dis: puis il y a ça j'aime beaucoup, je connais l'auteur, ça fera un bon film. Ah super, je vais lire. Il y a des gens qui m'ont rappelé en m'insultant presque, en me disant: «Mais c'est horrible, mais pourquoi vous voulez faire ça?» Abandonner complètement l'idée, des producteurs dans la place, hein. Jusqu'au jour où j'ai croisé Eric Neve, et qui lui a dit: «Je veux le faire, c'est bien». Et donc il a pris les droits, ils sont associés avec Frédéric Dumas qui était chez Polygram à l'époque, et on est parti. On a écrit, et le film s'est fait. Donc c'était une aventure assez magique parce que ça a été une époque assez bénie où il y avait une ouverture dans le cinéma de genre. C'est-à-dire qu'on était dans les années 90, fin des années 90, mais il y avait eu Délicatessen, il y avait Ouais. eu Caro, avec Besson. qui tu as travaillé aussi d'ailleurs.
Oui, il y avait les films de Jeunet et Caro, il y avait eu Luc Besson qui avait ouvert et petit à petit, le cinéma de genre a dit: «Bon, ben, en fait, il y a des trucs qui marchent», tu vois? Delicatessen, c'est quand même des mecs qui se bouffent les uns les autres dans un building. Ça le film est formidable, hein, et incroyable Pour notre et public péruvien, c'est ceux qui feront, enfin, un des réalisateurs qui feront ensuite Amélie, qui est un des plus gros voilà succès Amélie Poulain, un des plus gros succès du cinéma français à l'étranger. Pardon, Yann, continue. et heu et donc moi, j'ai connu ces gens-là à l'époque des courts-métrages et j'ai même connu, Jeunet qui me disait: «Bah, fais pas les erreurs que j'ai fait, tu vois? Je n'arrive pas à faire des films» et des choses comme ça. Mais c'était juste un an avant qu'il arrive à faire avec ce film et avec Caro. Caro, il avait fait la direction artistique sur Vibro Boy, on était devenus amis, tu vois? Donc il y avait comme ça une émulation et puis les films ont commencé à se créer. C'était l'époque où La haine était tournée mais je l'avais pas vu quand j'ai choisi Vincent Cassel. Je l'ai choisi sur casting, OK. mais j'avais vu les cours de Mathieu, hem Mathieu donc je fais un Kassovitz. casting voilà, Mathieu Kassovitz, pardon et comment dire? Et donc j'ai fait un casting, j'ai vu que Vincent, c'était le personnage pour moi. Pareil, j'ai fait le casting de Monica, je savais pas que c'était sa Je savais pas qu'ils chérie, étaient mais j'ai fait le ensemble. casting voilà, je savais pas. Parce que c'est toujours difficile, hein, quand vous avez un vrai couple sur un tournage, c'est dangereux pour un premier film. Donc il me l'avait caché. Après, ça a été super, hein, mais donc voilà. Et puis j'ai choisi Tchéky Karyo qui, pour le coup, était quelqu'un que j'avais remarqué dans d'autres films et que ça faisait longtemps où je me disais, lui, il pourrait incarner un méchant. Je l'avais vu dans les films de Zulawski, L'Amour braque, Ouais. heu et je me suis dit: «Il a une puissance cet acteur» et je l'avais croisé, 2-3 fois, mais donc lui, c'est disons, dès que le scénario a été prêt, j'ai casté, mais lui, j'avais déjà choisi. Tu vois? Il y a comme Ouais, ça des choses. Après, c'était j'avais évident, un quoi. rôle pour voilà, puis après j'avais un rôle pour des acteurs avec qui j'avais déjà bossé, comme celui qui avait fait Ouais. Vivre Boy, qui a fait L'abbé, Dominique Oui. Bittenfeld. Et puis le film s'est monté et c'était une ambiance de folie. On était en totale liberté. Enfin, tu as vu, le film est quand même assez trash, assez provocateur. Et moi, j'étais à fond, on était tous à fond. On est parti en tournage. Je me rappelle que le premier jour de tournage, l'équipe est allée voir le directeur de production et dit: «On arrête, ils sont fous». Le chef op, c'était Michel Amathieu avec qui j'avais fait Vivre Boy et il m'a dit: «Ils sont fous les 2 là, on va mourir». Et en une journée, on a épuisé comme si c'était déjà 2 semaines parce qu'on avait couru pour faire tous les plans, heu et puis finalement, ça a été une magnifique aventure, très intense et on a fait le film, quoi. Mais il y avait quelque chose d'assez fou parce que j'avais la chance, je dirais moi, d'avoir accumulé en 10 ans avant le bagage technique pour faire un film comme ça, la gestion d'équipe de centaines de personnes quand j'ai fait des pubs en Nouvelle-Zélande où on doit accéder à des décors par hélicoptère, dans la neige, avec des trucs hyper complexes. Donc j'avais le stress, j'avais appris à le gérer et donc, ce qui paralyse souvent un metteur en scène, si vous passez du court au long métrage, la première semaine, souvent les gens, ils voient que le metteur en scène, il n'a pas dormi depuis 3 jours et tellement il est stressé par les enjeux. Moi, j'avais pas d'enjeu. J'ai fait ce film comme le dernier. Fuck it. Mmh. On a l'opportunité de faire un film de genre un peu trash, de se régaler, de faire un revival de l'esprit métal hurlant. On est tous à fond. Heu, allons-y. Puis après, bon, voilà, il faut toujours faire, je crois, un premier film comme le dernier, en fait. Voilà un autre excellent Voilà. conseil, je pense, à ceux qui nous suivent. Ouais, et d'ailleurs, il faudrait presque un peu faire tous les films comme ça. Moi, souvent, j'ai quand même une série de films où je me dis, en tout cas les 2 premiers et Blueberry, c'était pareil. Je fais ce film et puis après, voilà. Je le fais Ouais, pour donner tel la que la je le pleine pense. mesure de son talent, mais encore faut-il ne pas Non, mais être c'est même tétanisé pas par ça. l'enjeu. C'est même pas ça. C'est-à-dire ne pas avoir d'enjeu. Tu sais, tu as plus d'enjeu si tu fais ce truc comme le dernier. C'est le Ouais, dernier, mais après le tu feras autre producteur, chose. il est derrière quand même. Oui, mais tu donnes le meilleur de toi-même, mais tu restes collé à ta vision et tu cherches pas à te dire, que tu vas avoir du succès ou pas de succès ou de machin et comment tu le fais pour toi et tes potes, le film et tu pries pour qu'après les autres l'aiment, hein et puis après quand tu avances dans ta carrière, si tu veux, moi après dans d'autres films, j'ai réfléchi différemment parce que tu as d'autres façons de faire des tu vois? C'est ça que je trouve merveilleux dans le cinéma, c'est comme si on était un artisan, mais on faisait chaque fois un type
deux trucs complètement différents. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai fait. Je me suis jamais Oui. spécialisé dans un genre, tu vois. C'est-à-dire, au début, j'ai fait des films du cinéma d'action. Je pourrais en refaire. Je fais encore des scènes d'action parfois dans mes films, mais ça m'amuse, ça me plaît tellement d'aller ailleurs, de faire, tiens, j'ai pas fait dans le sentimental, j'ai pas fait dans l'époque, j'ai pas fait la comédie musicale, le film de guerre. Là, le social, la science-fiction, voilà les deux trucs que j'aimerais aborder s'il y a des sujets qui résonnent. Euh, il y a plein de manières, mais moi j'ai toujours aimé cette diversité. Donc pour revenir au Doberman, le film s'est fait dans cette énergie de folie. C'est quelque chose Les deux premiers films, ça a été vraiment de la folie, dans le beau sens du terme, de la liberté de création. Tu inclus Blueberry là-dedans? Quand tu parlais Oui, de 2 premiers films? oui, voilà, On va le c'est ces voir deux après, on va films. voir après un extrait. Voilà, c'est ces deux films qui ont été faits dans une énergie où tu mets ton énergie vitale, hein. Tu fais ton film comme le dernier, mais pas par-dessus la Manche, hein. Tu Non, mets ton énergie au vitale contraire. en jeu, hein, parce que c'est épuisant de faire un film, c'est épuisant, c'est un Everest à chaque fois, quoi. Donc après, tu apprends à mieux t'équiper, à t'économiser à certains paliers, mais tous les films, à un moment donné, c'est une escalade importante, tu vois. Euh, et donc, on fait le film sort, il se fait défoncer par la critique en partie, mais en même temps, il fait la couve de première dessus. Donc, il y a une Oui. sorte d'événement autour. En même temps, je suis comparé au fils de Mussolini dans le monde. Enfin bon, ça devient un peu un espèce de truc qui te dépasse. Mais en même temps, il a un vrai succès public. Il fait le tour du monde. Moi, j'ai fait quand même. On a fait des. Voilà, c'était assez incroyable comme aventure. Et on a fait cette espèce de western, spaghetti urbain, trash, métal hurlant qui a des racines profondes culturelles, sous-culture, mais c'est très bien la sous-culture, parce que c'est pas une culture qu'on met sur un piédestal. Donc la sous-culture, c'est tout ce qui est un petit peu underground, mais qui contient des choses en fait directes en lien avec la société, dans la violence des propos qui vont être tenus sur les différents sujets, dans le côté extrême des choses. C'est pareil dans la musique, la scène alternative, c'est là qui d'un coup, on va se prendre un choc cognitif, émotionnel, et c'est à ça que servent les différents arts. C'est à un moment donné de vous projeter vers la société dans laquelle tu es, quelque chose qui va t'interpeller, qui va pas être quelque chose qu'on te dit avec douceur. Après, on vieillit, je fais des films beaucoup plus doux maintenant, hein, mais euh, ça a été une aventure comme ça extrême. Le film est sorti, il a eu du succès. Moi, j'étais un peu secoué, hein, je dois quand même le reconnaître, par une certaine critique c'est un film anarchiste, en fait, hein. Le Doberman, c'est un film Punk. anard. Punk, anard, Joël Houssin, c'est un anard. Et donc, du coup, que certains nous aient un peu traités de fascistes et je me suis dit, tiens, c'est dingue comme on peut se tromper juste parce qu'on n'écoute pas les paroles, on n'entend que la musique. Mhm. Et c'est une question d'énergie. Mais bon, voilà, donc ça a été une aventure incroyable. Donc, j'ai pas eu conscience pendant que je la vivais totalement de la chose. Parce qu'après, tu sais, quand tu refais des sorties de films, ça se passe moins bien, ou que c'est moins un succès, ou que c'est plus complexe, ou que c'est autre chose, tu te dis, mais c'était incroyable la tournée qu'on a fait, les salles, les jeunes, l'espèce de chose comme ça qui a cristallisé avec le Doberman. C'est après que tu te dis que c'était une aventure magique. J'étais soutenu avec le cast, on s'est marré, mais j'avais toute l'équipe. Enfin voilà, on était tous dans le même bateau. Producteurs, acteurs, monteurs, tout le monde était à fond. Et on a sorti ce film qui a des qualités, des défauts, mais en tout cas qui a une certaine énergie et c'est vrai, si tu Ça, on peut veux, pas lui enlever ça. que voilà, si tu veux que déjà 6 mois après qu'il ait été fabriqué, il aurait pu être fabriqué. Parce qu'il y a eu des lois qui sont passées sur les moins de 16 ans qu'il a eu, hein, qui ne pouvaient pas être diffusées à la télé et tout. Donc le film, il a eu une espèce de fenêtre d'opportunité. C'était un cadeau, quoi. Et après, on aurait pu faire ce film. Et d'ailleurs, aujourd'hui, je le dis honnêtement, hein, aujourd'hui, dans le cinéma français, aucun des films que j'ai fait, je pourrais les faire. Parce qu'aujourd'hui, D'accord. alors, le Covid n'a pas aidé. Il n'a pas tout fermé, mais c'est déjà fermé. Mais là, avec le Covid, c'est terminé. La création, un certain type de création, c'est-à-dire quelque chose d'un petit peu frontière, tu vois, Mhm. d'un cinéma de genre très codifié. Et en France, tu as comme ça plusieurs genres que tu peux faire à différents type de budget.
bah, tous les films que j'ai faits, je pourrais pas les faire et j'inclus 99 francs, Chanel, de bien sûr Blueberry Doberman, voilà et le film que je peux faire, c'est mon dernier, c'est Mon cousin, tu vois? Mais c'est beaucoup Ouais. plus un film de commande, moins personnel, mais dans lequel j'ai mis des choses à moi et je me suis comment dire? C'était une belle aventure de faire ce film et j'aime beaucoup ce film, mais voilà, il n'a pas la même énergie, la même force que les autres parce que je suis tenu à un cadre beaucoup plus serré, quoi, voilà. Merci beaucoup Yann, tout ça est vraiment passionnant. Je retiens juste 2 petites choses de ce que tu viens de dire. Ce que tu dis sur la sous-culture et ça me paraît important pour, nos petits camarades apprentis, et aspirants, cinéastes, au Pérou. L'importance, je traduis, permets-moi, mais, de ne pas être trop sage, et pour avoir des choses à dire et des choses qui rencontrent leur public, parce on a plein d'interlocuteurs quand on veut faire un film et quand on est artiste d'ailleurs. Mais l'idée, c'est effectivement de suivre sa voie et de ne pas coller trop peut-être à la commande ou alors à ce qu'on pourrait penser que certains attendent de vous, de ne pas être trop discipliné. Et ça, c'est trouvé dans les sous-cultures. Alors, tu as parlé de trash, tu as parlé de punk, tu as parlé de métal hurlant plusieurs fois. Il est important de le dire pour notre public péruvien. Métal hurlant, c'est un magazine de bande dessinée alternatif, indépendant, de Druillet et d'autres grands dessinateurs, qui a été très important dans la sous-culture française. La bande dessinée en elle-même, d'ailleurs, représente une part importante de la sous-culture. Je dis ça parce que derrière… Mais Oui, Métal Hurlant, on en parle 2 secondes, Métal Hurlant, ça a été aussi toute la source d'inspiration. Tous les dessinateurs Moebius, ouais, et toute la pléiade des dessinateurs qu'il y avait dans Métal Hurlant, c'est les mecs sont venus chercher les dessinateurs, c'est Ridley Scott, tout le cinéma de science-fiction, le beau des années 90, poser la question à Ridley Scott, Métal Hurlant, c'est fondateur pour lui et c'est français. Donc, c'est-à-dire que c'est ça qui est dingue, c'est-à-dire qu'en France, Métal Hurlant, les gens regardaient un peu ça à l'époque, comme un truc, ouais, voilà, c'est pas terrible. Et par contre, les anglo-saxons, il y avait l'édition anglaise, ils récupèrent et ils nourrissent leur cinéma de toute l'imagerie de Métal Hurlant, aussi engageant les dessinateurs pour venir faire de la création, des dessins, c'est quand même assez dingue, quoi. Donc, ce que je veux dire, c'est que Métal Hurlant a beaucoup influencé le ouais. cinéma. Hélas, pas tant que ça le cinéma français, parce qu'on n'est pas beaucoup à le connaître, mais beaucoup. Donc, c'est quelque chose d'important à un niveau beaucoup plus large que la France. Mmh, mmh. Ouais, c'est quelque chose de mythique, n'ayons pas peur du mot. Sans transition, justement, cinéma et bande dessinée. Alors, il y a un autre grand personnage de la bande dessinée française qui s'appelle Moebius, alias Jean Giraud, Gire, et dont tu as adapté une œuvre. On passe tout de suite le trailer de Blueberry, western, et on se retrouve tout de suite. Si ça veut bien partir.
Blueberry, l'expérience secrète, alors très importante à plusieurs titres, parce que là, on se rapproche de plus en plus du Pérou. C'est un film de genre aussi, on pourrait dire. C'est un western, non? Qu'est-ce que tu en penses? Ah oui, oui, c'est un western. Alors, c'est un western mystique, on va dire, hein, mais c'est un western, bien sûr. On est dans le genre. Moi, j'ai toujours aimé, en fait, aller dans un genre. Et au sein de ce genre, je dirais pas le pervertir, mais parce que c'est pas juste de faire du crossover, c'est-à-dire de prendre un genre et d'en mettre un autre. Tu vois, comme le western urbain qui est Doberman, il y a des choses du western spaghetti dans le Doberman et du polar et un ton. Et dans Blueberry, on est dans le western, mais on va parler plutôt du monde indien et au fond de force du monde invisible, du monde des esprits. Et en fait, c'est le territoire de l'homme occidental face au monde indigène. Et, et quoi de mieux qu'un western, puisque un western, c'est encore un monde où ces deux mondes sont en équilibre et la nature est puissante. Tu vois, c'est encore. Et qu'est-ce qui est de mieux comme archétype du chevalier, tu vois, Mhm. de l'archétype du héros de l'Occident, mais on pourrait remonter au chevalier. Tu as les chevaliers, t'as le roi Arthur et Lancelot. Et après, tu as les imperméables et les pistolets. Et là, tu as encore le même type. Et on est en 1880, etc. Mais cette iconographie mythologique du héros, elle existe. Et ce héros, tu vas le déshabiller, puisque si tu as vu le film, tu vois, voilà, tu vas le déshabiller parce qu'il va rencontrer la nature, le monde indigène, il va lâcher Les et oripeaux. donc voilà. Mhm. Donc oui, ou en tout cas, il va se dessaper, il va aller regarder dedans, il va se dessaper. C'est-à-dire qu'il va à un instant se libérer de son empreinte culturelle pour en accepter une autre qui est plus reliée à la nature. Donc ça, c'est Blueberry. La bande dessinée Blueberry, pourquoi j'ai adapté Blueberry? Parce que ça a été souvent la question. Donc, allons aux questions que les gens se posent. Ils disent un film, mais on ne retrouve pas Blueberry vraiment, parce que Blueberry, c'était un cow-boy, c'était plus des Oui, c'est une histoires adaptation très libre. Blueberry est beaucoup plus Voilà. sage que l'œuvre cinématographique que tu as pu en faire. Oui, ou en tout cas, il n'y a pas toute la dimension mystique de la rencontre, des visions, des plantes, du monde indien, etc. Il se trouve que c'est mon histoire. C'est-à-dire que moi, quand j'avais 14 ans et que j'ai lu Blueberry, il y avait la mine de l'Allemand perdu, le spectre au Bal d'Or, et à un moment donné, dans cet endroit-là, il y avait Blueberry qui rencontrait, qui voyait le corps momifié d'un chaman. C'est la première fois que j'entendais parler de ce que c'était un chaman, un guérisseur indien qui était mort. Et, euh, et j'étais fasciné par ça à l'âge de 14. Fasciné. C'est aussi une époque où je lisais Dune en boucle. J'étais fasciné, comme appelé vers ça. Quand l'idée d'un autre film s'est fait, que je voulais utiliser la dimension mystique, c'est-à-dire que ce que moi je voulais, c'est faire un film dans lequel on va faire cette rencontre entre l'Occident et le monde indigène, rencontre que je n'avais pas fait à l'époque, mais que je voulais faire. Euh, et donc, à ce moment-là, j'ai repensé à Blueberry. Et à ce moment-là, je suis allé voir Jean Giraud, Moebius, c'était mon dessinateur, enfin, plus que numéro un, quoi. C'était pour moi, c'était quand je voulais dessinateur de BD, moi, quand j'étais aux Arts Déco, tu vois. Donc, tu dessines, et puis Moebius, c'est juste le plus haut, quoi. Et il est vivant. Après, bah, tu as aussi Léonard de Vinci, mais si tu veux, voilà, j'avais une espèce, moi, d'estime pour Moebius. Et donc, je suis allé le voir en lui disant ce que j'avais envie de faire, parce qu'au fond, Moebius, il dessine que des choses complètement mystiques, visionnaires, etc., sauf Blueberry, qui signe d'ailleurs Ouais. Jean Giraud, et qui sont plus ce western. Et moi, je vais voir Jean et je lui dis, mais ça serait bien que l'univers de Moebius, la dimension mystique, entre dans Blueberry. Il est à fond, il a dit feu, qu'il avait toujours fait ça, mais que le scénariste l'avait un peu retenu, quoi, d'aller dans ces espaces. Et donc, à partir de là, j'ai proposé à Thomas Langman, avec qui je venais de faire le dernier Chaperon Rouge, avec un chef opérateur japonais qui s'appelle Tetsuo Nagata, avec qui j'ai fait Blueberry. J'ai proposé de développer Blueberry et dans cette direction-là. Et voilà comment l'aventure a commencé. Et forcément, quand tu fais ce genre de film, tu vois, quand tu fais un film sur des truands, même comme le Doberman, tu peux en rencontrer, tu peux discuter, tu peux voir plein de polars, d'ailleurs, qui existent. C'est un univers qui est balisé. Tu vois, c'est des gens de ta propre culture qui ont une force, une faiblesse, une façon de penser, mais que tu peux comprendre. Un chaman qui est en relation, un guérisseur qui est en relation avec les forces de la nature,
c'est pour dans notre culture, c'est le vertige. Donc, j'ai dit au producteur: «Il faut que j'aille rencontrer les Indiens». Donc je suis parti dans la Sierra Huichol Au où il y a Mexique. au Mexique, tu vois? Où ils travaillent avec le peyote et j'ai vécu des choses très, très fortes avec les Indiens et cetera. Puis je suis rentré et j'ai dit: «Non, mais il faut que j'aille plus loin» et là, j'avais entendu parler de l'ayahuasca et donc j'ai dit c'était du développement de film, hein, tu vois? Et c'est ça qui est merveilleux dans le métier de cinéaste, hein, c'est-à-dire que tu vas développer un sujet, tu vas rencontrer des gens, puis ces gens vont changer ta vie, quoi, juste. C'est juste ce qui s'est passé, en fait, hein. Et donc, Mhm. je vais au Pérou, rencontrer les guérisseurs Shipibo parce que j'enquête, hein, et je comprends que c'est les Shipibo ont vraiment une connaissance particulière, si tu veux Alors, les apprendre à jouer Shipibo, des Konibo, mais là pour le public français sur Facebook et francophone, c'est une communauté importante de l'Amazonie péruvienne qui est répartie le long du fleuve Ucayali. Vas-y, vas-y, excuse-moi l'interruption. ouais, ouais, tout à fait, tout à fait. Et donc je rencontre différents guérisseurs métis et cetera. J'ai des expériences et puis à un moment donné, je rencontre, Kestel Mensah qui est un guérisseur, là, on est en 1999. Mhm. Heu Et là, je me prends, le coffre comme Richard Dreyfuss dans Rencontre du troisième type, tu vois? C'est-à-dire que d'un coup, tu es cinéaste et tu prends un peu de tu es malade, tu as des visions, tu dis: «Pourquoi j'ai fait tout ce qui est mal?» avec d'autres guérisseurs, puis tu prends avec ce guérisseur, il te regarde et il te dit: «Pourquoi tu viens?» Il dit: «Je veux sa» et moi je réponds, je dis pas: «Je viens pour un film» et cetera, hein, je dis: «Je veux savoir». Et donc là, je me prends un coffre, qui me change la réalité dans laquelle je suis. Je suis perdu pendant 3 jours, je reprends tous les soirs avec eux. Bon, j'en ai écrit des livres, hein, j'ai écrit Carnet de voyage intérieur, si ça intéresse quelqu'un, je raconte un peu toute l'aventure de Blueberry, des Indiens, des plantes, et cetera, voilà, donc je vais pas peut-être le faire, là. Mais disons qu'à partir de là, je comprends que je dois vivre des choses avec les Indiens et qui vont en retour nourrir le film, tu vois? Donc je même imagine une histoire comme quoi, les Chipibos se retrouvent au Mexique parce qu'ils sont pas tout à fait mexicains, tu vois? Puis finalement, c'est une chose que, comme c'est un gros film, il y a des choses que j'ai dû enlever parce que d'un coup, heu, voilà, on vous demande de les enlever, que c'est pas nécessaire de l'avoir et cetera. Mais bon, bref, je travaille, ça dure 7 ans. Pendant 7 ans, j'écris un script, je vais souvent en Amazonie pour prendre des plantes, je fais des diètes traditionnelles, je rentre de plus en plus dans tout ça. Et en même temps, on prépare le film, on repère, on cherche des décors au Mexique, on avance. Je patine un peu sur le casting, mais m'est arrivé, par exemple, tu vois, parfois d'être dans la jungle sur une natte pendant 10 jours avec les moustiques, la chaleur, les plantes. Tu rentres dans des espaces comme la fin de Blueberry, c'est du documentaire, la fin de Blueberry, hein. Et puis après, tu prends un avion, tu arrives à Los Angeles dans un super hôtel où tu rentres dans les draps et tu dis: «C'est quand même super l'Occident, qu'est-ce qu'on est bien avec un joli petit déjeuner de fruits» et là, tu rencontres des acteurs et puis ça recommence. Enfin, c'était une aventure, assez incroyable et je commence aussi à documenter des images de ce que je fais avec les Indiens Ce qui va donner d'autres mondes. voilà, mais au début, ça devait être un bonus pour le DVD. Puis à un moment, on Ah, fait ça, puis ça dépasse l'heure et on se dit: «Mais attendez, on va en faire un film, c'est vraiment intéressant». Je rencontre des scientifiques, et puis voilà. Donc bah, on peut qu'est regarder un extrait si tu veux. Vas-y, vas-y, je te laisse continuer ta réflexion, mais on a oui, un bah, petit alors extrait de film. je vais aller au bout de ça parce que cet extrait se passe dans cette période-là et donc le film se monte, heu et au moment où on va signer tous les contrats, alors je trouve pas l'acteur principal, j'en vois plein d'américains. Et puis ça se fait pas, ça va pas et puis et cetera. Ils ont toujours un petit peu peur des Français, tu vois? Je Ah pense oui? oui et puis, mais j'ai longtemps Val Kilmer a failli le faire, donc je vais le voir et cetera et tout et puis quand j'arrive pas, à un moment, je vais voir Moebius, puis je dis: «J'arrive pas», il me dit: «Mais» je dis: «Il faut que je trouve un américain, il est américain Blueberry». Il me dit: «Mais non, mais prends Vincent, c'est un Cajun dans le film, qu'est-ce qu'on s'en fout? C'est bien, c'est français, faisons-le comme ça». C'est Moebius qui me dit ça. Ah, il me dit ça et je me dis: «Mais après tout» et en fait, il est beaucoup plus finançable Vincent, le film avec Vincent, tu vois? Parce Mmh. qu'on a fait le Doberman et puis lui a fait d'autres Mmh. films et puis, Ouais. tu vois? C'est une star Oui, sa française. carrière avait évolué en parallèle aussi, Vincent. Voilà Mmh. et d'un coup, tout le monde est d'accord là-dessus donc je le propose à Vincent et il dit: Tu crois?» et on est parti
À ce moment-là, on part aux États-Unis pour signer tous les contrats et il s'est déjà passé 5 ou 6 ans, hein, pour signer tous les contrats et on atterrit, le 11 septembre 2001 à l'aéroport de Los Angeles, et et le monde s'arrête, tu vois? Et on a mis après 2 ans pour repartir de là où on était. Un peu comme le covid, tu vois? C'est un peu Ouais, un espèce de décidément. truc qui a tout arrêté, où j'ai dû faire le deuil du film dans ma chambre d'hôtel pendant 15 jours, en me disant: «Bon, bah, je ferai pas ce film parce que là, c'est cuit». Mais c'est tout un travail qui comme j'étais dans le travail avec les Indiens, tu vois? C'était tout un rapport très particulier et donc quand tu fais le deuil de quelque chose, il peut de nouveau fleurir, tu vois? Enfin et ça peut de nouveau repartir et on a fait le film et donc j'ai fait en parallèle le ca le film Blueberry qui a été on pourra en parler après, mais encore plus c'est une aventure épique. C'est plus de 100 jours de tournage, tu vois? C'est-à-dire 5 mois de tournage dans le nord du Mexique, tu vois? Au Mexique, en Espagne, en France, c'était assez dingue et en plus avec les chamans au milieu de tout ça, qui venaient pour être tournés et puis en même temps avec, la complexité des scènes qu'on avait à faire, ou des challenges assez dingues. Et donc on a fait ce film avec le plus gros budget européen de l'époque, tu vois? C'était un film quand Mmh. même avec une Combien pour qu'on ait un dimension petit c'est toujours tabou de parler un 35 peu millions d'argent, mais d'euros quand même. 35 millions d'euros. Mmh. Ah, c'est-à-dire que moi j'ai jamais refait un film à ce niveau-là et je n'en ferai jamais avec autant de liberté et voilà, tout ça c'est plié. Mais tu l'as fait quoi, tu as eu cette chance comme cinéaste, tu vois? Quand tu es cinéaste et qu'à un moment donné, tu as eu cette fenêtre d'ouverture sur le truc qui d'un coup est dans ton cœur, vraiment, c'est-à-dire que tu te dis, ce qui t'arrive avec les plantes, ça a changé ta vision du monde, ça t'a tu dois rendre à aux gens et aux plantes, tu vois? C'est-à-dire au peuple qui a cette connaissance, les Shipibo et aux plantes, tu dois rendre, donc tu fais ce film, tu donnes le meilleur de toi-même et tu as les plus gros moyens. Après, les films qui sont toujours difficiles à faire, tu as bien sûr de la pression, il y a beaucoup d'imperfections dans Blueberry, il y a beaucoup de choses. C'est peut-être le seul film que j'aimerais remonter, tu vois? C'est le seul film où je me dirais, si je pouvais récupérer tous les rushs et refaire un montage, parce que j'ai eu beaucoup de pression pour réduire des parties, je trouve que le début va Ouais. trop vite. Par contre, je l'ai revu récemment dans un festival, j'ai revu les 40 dernières minutes, à partir du moment où ils sont dans le désert et j'ai trouvé magnifique, quoi, que c'était vraiment, complètement, je me dis: «Mais comment j'ai pu partir dans un espace de liberté, de créativité aussi fort?» C'est vraiment les 40 dernières minutes, c'est Mmh. 45 dernières minutes, hein, c'est quand même une bonne partie de film. Je trouve que c'est les meilleures choses que j'ai faites au cinéma, quoi, tu vois? Et c'est les choses les plus importantes pour moi, c'est les visions de Blueberry, ces 40 minutes, ça reste pour moi le voilà, parce que ça porte une dimension sur les plantes, sur la culture indigène, sur, l'énergie qu'il y a dans les images avec les chants vraiment qui sont vraiment des chants faits de avec un émotionnel et un timbre qui est vraiment un truc de guérison, tu vois? Comme un, heu et avec les images. Donc j'ai vraiment, je l'ai revu, je crois, l'année dernière au festival de Gérardmer, il passait en 35 millimètres tout rayé et tout et je suis rentré, j'ai vu les 40 dernières minutes et je me suis dit: «Waouh, quand même, c'était bien ce qu'on a fait, c'était fou de faire ça, c'était dingue, c'est une magnifique opportunité» et en même temps, j'ai fini D'autres mondes. Maintenant, si tu voulais passer un petit bout d'Autre Ouais. monde, tu peux. Après cette annonce exclusive pour le public péruvien, pour l'Alliance française, d'un nouveau director's cut de Blueberry, on te prend au mot. On sera ravis de voir cette nouvelle édition. On va passer une partie d'autres mondes. Hop. C'est ton bureau à l'image, hein? Ah, alors il doit y avoir un petit bug. Autant pour nous. Il y a un petit souci sur les partages d'écran Zoom. Là, on devrait être mieux normalement. Voilà, ouais. Si tu veux commenter, Yann, n'hésite pas, hein. Non, quand ça chante, je dis rien.
Les feuilles de chacruna contiennent de la DMT, qui est un hallucinogène puissant, mais qui est oralement inactif, puisque dissous par une enzyme précise du tract digestif, la monoamine oxydase. Alors, il combine les feuilles de la chacruna avec la liane de l'ayahuasca, qui contient précisément plusieurs substances qui inhibent l'enzyme de l'estomac. En mélangeant les deux plantes et en les cuisant ensemble pendant des heures, on arrive à une boisson de la DMT oralement active et la molécule hallucinogène passe à travers l'estomac intact et arrive au cerveau. Comment ont-ils pu trouver cette recette lorsqu'on sait qu'il y a 80 000 espèces de plantes supérieures dans la forêt amazonienne? Ça fait que n'importe quelle combinaison donnée, il y a une chance sur 6 milliards 4 pour tomber dessus. I think that clearly shamanism is an ancestral science, and it's ancestral, but it's contemporary as well because it has survived so many thousands of years. These techniques are the result of centuries, millennia of trial and error, which is the scientific method. You try something, based on the results, you modify what you're doing based on another outcome that you desire. I think these are technologies of consciousness. These are technologies of the spirit. And there's no reason that they have to be hidden. I mean, you might have to work a little bit to get them and have certain responsibilities, but to make them off limits and to turn them into some kind of bad, shunned phenomena is just not true. It's just not fair either, really. Alors, ce que je pourrais dire là, quand je vois ces images, parce que je n'ai pas vu le film depuis longtemps, mais qui continue de... C'est ce qui enfin, pour moi qui me touche, en fait, c'est qu'il y a Jérémy Nerby dans le documentaire. Et par exemple, ce qui s'est passé quand je suis parti en Amazonie, j'avais lu Le Serpent cosmique de Jérémy Nerby. C'est lui qui m'a amené à aller en Amazonie. Et après, c'est un des premiers que je suis allé voir pour faire d'autres mondes. C'est comment les choses se relient entre elles, voilà. Écoute, tu viens justement de répondre à une des questions du public qui, à l'instant, vient de la poser. Qu'est-ce qui t'a attiré justement, qui t'a incité à étudier la cosmovision des peuples indigènes de l'Amazonie péruvienne? Cette étude de cet anthropologue? L'étude de Jérémy parle du rapport entre les visions, entre notre ADN. Enfin, il a toute une théorie sur l'espèce de communication à l'intérieur de toi que tu peux avoir grâce aux plantes. Et la manière dont il en parle m'a complètement conquise et donc je me suis dit que ça allait être avec ces plantes. Ensuite, pour dire la vérité, si tu veux, quand tu vas prendre des plantes qui sont les plus puissants psychotropes disponibles sur la planète, tu ne vas pas le faire toi dans ton jardin parce que tu risques vraiment, tu sais, un accident psychique ou psychologique, ou même si tu risques pas de mourir avec parce que c'est pas toxique ou addictif, mais c'est tellement fort que tu peux effectivement avoir un choc de réalité, un choc ou te trouver confronté à un trauma trop fort, même si c'est une médecine qui va te montrer un trauma, c'est trop fort et tu sais pas quoi en faire avec. Donc quand tu vas prendre une plante très très forte, tu vas prendre avec les spécialistes. Peut-être je ne monterai pas dans une compagnie aérienne d'avions qui ont été conçus par des indigènes et qui pilotent, parce que ce n'est pas leur culture,
parce que c'est pas leur savoir-faire, c'est le nôtre. Par contre, sur les plantes, ça fait 5000 ans que les mecs, ils bossent de génération en génération sur ça. Leur culture est basée autour. Donc, à partir de là, je me suis dit, l'endroit le plus safe pour prendre ces plantes, c'est avec des mecs qui soignent avec ça. Donc, les Shipibo, j'y suis allé avec respect et tout, mais je pensais pas que j'allais basculer dans quelque chose tu vois, de l'ordre du fantastique presque. C'est-à-dire qu'en fait, la connaissance des peuples indigènes, elle est incroyable. C'est ce que moi j'ai vécu. Je savais pas quoi en faire avec, donc j'en ai fait des films. Et j'ai essayé après, quand j'ai fait d'autres mondes, comment dire, d'aller retrouver dans notre culture, tu vois, Jérémy Nerby, là tu avais Rick Strassman et puis Stan Grof, des PhD, des scientifiques qui ont dédié leur vie en ayant vécu les mêmes expériences parce que c'est des scientifiques et c'est leur domaine d'expertise et que leur but, c'est de trouver comment les deux systèmes peuvent marcher en même temps. Parce qu'il y en a un qui marche, c'est la science, mais l'autre, il marche aussi puisque c'est l'expérience que tout le monde a vécu. Et je trouvais que pour moi, c'était important que je retrouve dans ma culture des gens qui puissent m'aider aussi à faire une jonction entre à la fois notre science et notre modèle de réalité et le modèle indigène. Parce que tu ne peux pas vivre séparément de ces deux modèles et puis les deux marchent. Et donc faire ce film, ça a été pas une forme de thérapie, mais ça a été une forme de pouvoir me réinsérer moi-même, tu vois, de communiquer et de comprendre de toutes mes discussions, j'en ai fait un film, mais c'est ces discussions qui m'ont dit, je ne suis pas tout seul perdu dans un espace où je suis entre deux réalités. Voilà. Et après, je dirais, j'ai pas été attiré par la cosmologie, la cosmogonie des Indiens. Moi, j'y croyais pas aux esprits, à tous ces trucs-là. Je pensais que c'était une façon de voir peut-être d'autres ondes, la réalité intérieure, les souvenirs, les mémoires. En fait, j'ai découvert non, qu'il y avait toute une réalité dont ma culture ne m'avait pas parlé sous forme de fantaisie, de fantastique, d'imaginaire, mais qui était une réalité que je vivais dans ces expériences et que je ne pouvais pas dénier. Tu vois, je peux te dire aujourd'hui, ça fait quand même 20 ans que je prends quand même régulièrement des plantes. J'ai pas bougé d'un iota sur la profonde comment dire, expérience que j'ai ou que j'ai eu avec. La seule chose, c'est que le modèle bouge un petit peu, que les choses s'apaisent, que tu peux dialoguer avec des forces de la nature, avec les plantes, mais faut faire attention aussi, qu'il faut le faire pour certaines raisons, que c'est des accords, que derrière tout ça, tu as aussi un équilibre global, que si tu es malade, c'est un déséquilibre, tu vois les choses différemment sur ton rapport aux plantes, aux vivants, là, au dialogue que tu peux avoir avec des arbres ou des plantes, tu vois, voilà, on cherche les extraterrestres au fin fond de la galaxie, tu vois, mais en fait, les extraterrestres, c'est nos grands-parents, c'est toutes les plantes, et il y a des outils pour dialoguer avec des chaînes, mais dialoguer, tu vois, comme Richard Dreyfuss dialogue, quoi, tu vois, donc ça a de manière très forte. Et, et ça, voilà, c'est juste, tu passes l'extrait d'Autre Monde, j'en parle, c'est un peu une question. Sinon, on parle de cinéma, j'en parle pas. Euh, mais puisque c'est le sujet, c'est pour juste dire que depuis d'autres mondes, je n'ai pas changé d'avis sur le fondement de ce que j'ai vécu. J'ai un peu changé d'interprétation. J'ai arrêté d'en faire. C'est très important parce que notre esprit, il a tendance à tout interpréter, à remodéliser une réalité qui est autre. Puis à un moment, tu lâches tout ça. Tu es comme les Indiens. Tu es juste bien, dans le bien, avec une belle intention et la confiance, la foi en le bien et tu y vas. Et là, tu vis des expériences et quand tu reviens, tu n'y penses pas trop, tu sais qu'il y a des choses qui ont été changées, mais c'est une autre façon de le faire. Donc, c'est pour moi une médecine très importante et j'ai retravaillé d'ailleurs autour. Alors, pour moi, les Shipibo, c'est vraiment des gens qui sont importants dans ma vie. Je dirais c'est ma deuxième tribu avec les gens de ma culture, les artistes ou les amis, tu vois, mais où il y a quelque chose de très fort. Ils ont été très, très généreux avec moi. Tu vois, ils m'ont vraiment invité profondément dans leur connaissance et j'ai passé des moments très difficiles. Ils ont mis beaucoup d'énergie pour me. J'ai quand même fait le Doberman, hein, donc tu vois, les énergies qu'il y avait en moi, elles étaient quand même costauds, quoi. Espèce de colère, de violence, c'est du cinéma, mais à l'intérieur, il y a quelque chose. Donc, pour pouvoir canaliser tout ça, apaiser, comprendre et vivre, être plus heureux, plus cool, plus détendu, mais concentré, je dirais que ça a été un joli
voilà, c'est pour moi quelque chose qui fait partie de ma vie. Si je peux ne jamais reboire un verre de plante, il n'y a pas une journée de ma vie où je me relierai pas à elle par une mélodie, tu vois? Parce Mmh. que le truc, il est maintenant indo, quoi. Il est rentré. Donc tout ça pour dire, hein, c'est des mots, mais c'est juste pour dire oui, c'était un moment magique de faire ces 2 films. C'est quelque chose qui est resté. Après, je me suis dit, puis les gens, voilà, je me suis dit, les gens du cinéma, ils se sont dit: «Bon, l'autre, il est parti avec les Indiens, c'est terminé, au revoir. Il a fait le Doberman, mais là, il est parti». Donc après, je suis revenu. Tu vois? Après, je me suis dit: «Ben». J'y suis allé faire Darshan, je suis allé en Inde, tourner un documentaire sur une sainte, voilà, c'était la période, c'était assez magique et puis après j'ai fait 99 francs et Oui, 99 on va francs, en parler. c'était voilà, c'était Mmh. histoire aussi de revenir travailler dans sa culture, même si il y a le Pérou, enfin pas le Pérou directement, mais les Shipibo dans 99 francs dans la partie finale, tu vois? Parce que c'était, Hem, voilà, c'était toujours mon voyage et qu'après ce que j'ai fait pour finir sur les Shipibo, enfin en finir, Mmh. on continue à en parler, mais pour te dire en tant que cinéaste ce que ça a déclenché, une fois que j'ai fait ces 2 films, j'ai fait un très beau documentaire dont vous devrez mettre le lien peut-être, parce qu'il est sur YouTube, qui s'appelle Pashin Beka Winuni, qui est en langue Shipibo, qui fait 17 minutes en noir et blanc. Donc vous pouvez le trouver sur YouTube et puis j'ai fait surtout une expérience VR sur l'ayahuasca, qui tourne dans le monde entier et qui était pour moi j'ai fait il y a un an et demi que j'ai fini, qui m'a pris un an à faire et qui était vraiment pour moi d'un coup la possibilité de recommuniquer autour de la médecine. Et j'ai fait plusieurs ouvrages, dont un collectif avec Jérémy Nerby, Vincent Ravalec, et puis Carnet de voyage intérieur qui raconte mes aventures. J'ai fait beaucoup de dessins aussi autour de ça. Donc voilà, mais je pense qu'après, ce qui est important et ce qui a fait cette période, c'est qu'elle m'a libéré comme cinéaste, si tu veux. Les plantes ont cette notion de te libérer aussi de certains désirs pas forcément bien placés, d'exister, de réussir, et m'ont donné beaucoup plus de liberté. Après, j'ai fait quand même, alors 99 francs, c'était une énergie que je connaissais, mais tu vois, quand j'ai fait Chanel et Stravinsky, je dis: «S'il y a quelque chose qui me plaît dans le je vais le faire», tu vois? Ou je vais faire ça et je me suis baladé dans le cinéma avec beaucoup de liberté, dans des genres différents, dans des espaces différents et je dirais, ça, c'est les plantes et la meilleure façon de voir ce qu'a fait les plantes sur un artiste, c'est de regarder sa filmographie. Vous regardez mes courts-métrages et l'énergie qu'il y a, jusqu'au Doberman. Après, il y a les plantes. À partir de Blueberry, vous regardez le reste et vous allez voir, vous allez vous faire votre idée. Il y a même des gens qui disent, moi, il y avait un jeune cinéaste que j'aime beaucoup, qui m'a dit, mais moi, je veux pas prendre de plantes parce que moi, ce que j'aime de toi, c'est Doberman et j'ai pas envie, j'aurais pas envie de changer comme tu as changé. Tu vois ce que je veux Mmh. dire? Et donc, je trouve ça très bien. Mais bon, moi, j'ai avant tout envie d'être heureux dans ma vie, de pouvoir faire des choses qui me plaisent, d'être fier de mes films. On n'est jamais 100% content de ces films. Tu vois, moi, quand je regarde un film que j'ai fait des années de recul, je me dis, pff, oh là là, mais ça c'est naze, j'ai pas monté autre chose. Et puis d'un coup, je vois une scène et je me dis, ah, comment j'ai fait ça? Et au final, jusqu'à présent, hein, je dis jusqu'à présent, j'étais pas sûr pour mon cousin, hein, quand je l'ai commencé, mais à la fin, c'est le cas. Il y a plus de choses que j'aime dans mes films, moi, que j'aime, que de choses qui me déplaisent et tant que j'ai ça, je suis un cinéaste heureux. Mmh. Après, il y a des choses qui me déplaisent. Oui, mais il y a plus de choses que j'aime et donc tu vois, à la fin du film, je suis content de l'avoir revu. Je me dis: «C'était bien de le faire» parce qu'il y a plus de choses que tu aimes que tu n'aimes pas. Tu as plus réussi de choses que tu en as raté. Après, voilà, tu rates des choses, il faut les regarder, tu te dis: «Je ferai mieux la prochaine fois» et je le retiens et tu acquiers ton savoir-faire. C'est que dans les erreurs que tu apprends, hein, c'est pas quand tu réussis, hein. Merci Yann, merci pour ce témoignage aussi sur ton expérience avec les médecines traditionnelles. Tu comprendras qu'il me faut mettre en garde, et tu l'as mis, mais de manière institutionnelle, tu l'as dit aussi, hein, effectivement, Alors contre une certaine alors je vais dangerosité de cette je substance, c'est vais important. Ça n'est pas voilà, un tu as blanc-seing, raison, et voilà, que ce soit au tu as Mexique raison. Non, mais ou au Pérou. tu as raison et c'est une chose importante à dire et tu vois? Parce que j'étais pris au dépourvu. Quand je fais un talk uniquement sur les plantes et sur l'Amazonie,
J'ai tendance à toujours dire ce préambule, c'est-à-dire que le préambule est que l'ayahuasca est considéré comme une drogue très, très toxique Voilà, en ouais. France, au tableau des drogues les plus dures, et qu'au Pérou, la même drogue, dans l'usage traditionnel, est considérée comme trésor national. Donc ça, faut le savoir, c'est-à-dire qu'on a un regard différent sur ces plantes. Et après, ce qu'il faut savoir quand on parle de l'ayahuasca, c'est que c'est pas une expérience, regardez d'autres mondes, c'est pas une expérience facile, hein. On va prendre ces plantes parce qu'on a un problème à régler et que parfois, régler ce problème, c'est douloureux. Il faut le faire avec des gens très compétents et quand on va à l'hôpital parce on a un vrai problème et on va se le faire enlever, il y a toujours des moments qui sont douloureux. Donc, il y a, il y a, il y a tout ça. Moi, c'est quelque chose qui m'aide, mais moi, une histoire particulière. Tu vois, j'ai une histoire voilà, de 20 ans, mais j'ai eu des moments terribles avec, des moments où j'ai cru mourir, j'ai eu des moments terribles, mais toujours à la fois, hein, parce que voilà, mais c'est pas facile, il faut faire attention, il faut aller avec des gens compétents, il faut savoir ce qu'on est venu chercher, et il faut savoir qu'il faut pas qu'il faut aller le faire dans la jungle avec les Indiens et pas à Paris ou à machin ou dans des endroits où c'est interdit. Voilà, il faut s'en renseigner. Et il y a une question sur Facebook qui demande comment les producteurs de Blueberry ont vécu ta volonté de glisser vers le chamanisme. Euh, Ils ont pas pu l'arrêter. Et ils l'ont compris, mais pas toujours. Mais ils se sont retrouvés, je pense, avec quelqu'un, mais tu sais, tu sais, c'est un peu comme les Blues Brothers. Tu vois, les mecs qui sont en croisade, quoi, pour l'orphelinat, quoi. Moi, quand tu as quelqu'un en face qui est le réalisateur et qui d'un coup, tu dis, mais on peut pas faire ça, le film. Je dis, pourquoi? Donc, j'ai réussi à les convaincre. Ils m'ont accompagné, vraiment bien, hein. Ils ont eu souvent peur, je pense. Par exemple, ils se sont retrouvés après 5 ans de développement de scénario en train de financer une fête traditionnelle chez Pipo. Et je me rappelle, Sur un western ouais, et BD. Ouais. je me rappelle, il me dit, mais en fait, on devait faire un western, une BD Blueberry, et là, tu nous demandes un peu d'argent pour financer, pour ton documentaire, une fête traditionnelle qui s'est pas passée depuis 60 ans pour les Indiens. Mais où on va, Yann? Où on va? Et on disait, non, on va y arriver, vous inquiétez pas. Et on y est arrivé. Voilà. Mm. Mais et d'ailleurs, personne, si tu veux, dans cette histoire, même si le film a été un échec commercial et tout, mais il n'y a pas de boîte confirmée, tu vois, il n'y a pas de gens qu'on. C'est assez étonnant, hein, parce que parfois un petit film se plante, c'est comme un truc industriel. Il y a des producteurs qui ferment et tout. Là, la manière dont ça s'est passé, il y a des gens qui ont perdu de l'argent, mais c'était tellement d'énormes sociétés que bon, bah, ça n'a pas été une bonne année. Il y avait moins de partage. Ça a été difficile pour ceux qui ont investi sur Blueberry de pouvoir en faire des films très importants, parce que et pour moi aussi, pour les producteurs, pour tout le monde, ça a été quelque chose de difficile, tu vois. Euh, mais euh, mais j'en parle dans mon bouquin Carnet de voyage intérieur, si ça intéresse, tous les détails de Très bien. l'aventure avec mes producteurs. Alors, pour terminer sur ce chapitre des médecines traditionnelles et à la fois plus largement de la culture traditionnelle, de comment elle peut s'exprimer à travers les nouvelles technologies et les nouvelles possibilités ouvertes par la réalité virtuelle et par d'autres choses, je vous passe un Ayahuasca Cosmic Journey qui a été au palmarès de Tribeca, si je ne m'abuse. Je vous le passe et puis on en reparle après. Et après, on discute un peu de la suite de ta cinématographie comme Ah oui, parce qu'il 99 reste francs. pas, hein, ouais. Et oui, oui, ça fait déjà 2 heures. C'est pour ça que je me permets d'avancer un petit peu, mais on Ah ne oui, oui, s'ennuie moi je pas dois et libérer c'est le salon. l'essentiel. Alors, ça ne va pas. Hop, partager. Voilà, nous y voilà.
Yann, si tu veux parler un Oui. peu de ce projet de réalité Ah, virtuelle, parce que alors, tu fais partie des rares réalisateurs traditionnels, passe-moi l'expression, qui mettent maintenant un pied sérieux dans ces nouvelles expérimentations visuelles avec casque de réalité virtuelle, etc., etc. Si tu veux nous parler un peu de ça plus largement. alors, sur la réalité virtuelle, en fait, l'aventure, en fait, on est venu me chercher pour un autre film qui s'appelle Seven Lives, qui est un film de voyage dans des mémoires qui se passe au Japon, entre des Japonais. On est venu me chercher pour faire ce film et je ne connaissais pas bien la réalité virtuelle. Et quand on m'a mis un casque et qu'on m'a montré des expériences, j'ai dit, mais il faut que je refasse une expérience sur les plantes, parce que cette sensation, c'est celle des plantes. Et le cinéma, même en relief, l'écran, il n'y a plus de distance entre un écran, si tu veux, tu vois. Et donc, du coup, j'ai tout de suite cherché à me dire, mais voilà, il faudrait que je développe un projet qui me permettrait de revenir faire des visions, parce que c'est cohérent toujours dans ce chemin de continuer à partager euh, des choses d'une autre culture, qui sont les shippibo, et du monde des plantes et de la relation homme-nature et de l'interface que peuvent être ces plantes pour l'homme, pour à la fois son bien et en même temps le dialogue avec la nature d'une autre manière, ou en tout cas, voilà. Et donc, c'est comme ça que j'ai fait Seven Lives, un film avec des acteurs. Là, par contre, on est venu me chercher parce que c'était des acteurs en réalité virtuelle. Et, et à partir de là, j'ai lancé ce projet-là. J'ai fait aussi un autre film, d'ailleurs, avec un musicien Molécule, moins 22,7, qui est un autre film en VR. Et pendant 2 ans, j'ai fait vraiment de la VR. Je suis pas, je pense que la VR, c'est vraiment un truc à part. C'est-à-dire, c'est pas du cinéma. C'est autre chose. C'est une expérience. C'est incroyable parce que, voilà, si vous avez fait vraiment une belle expérience en réalité virtuelle, c'est vrai que c'est un nouveau truc. On raconte plus d'histoire, on devient le héros on rentre dans un espace où votre corps, votre esprit se fait avoir tout de suite. C'est-à-dire que il est dans cet ailleurs. Et donc forcément pour moi c'est intéressant parce que à la fois moi j'aime ça l'expérience. Tu vois, dans les films souvent tu fais un film et à un moment donné dans un film et même dans un polar tu as un moment le son qui s'arrête, tu as une expérience sensorielle, tu as une expérience cognitive. Le cinéma t'amène à une sorte d'état modifié de conscience sur sur des choses puissantes, de la vie, de la mort, de l'émotionnel, de la ville, tu vois. Et, et donc ça, c'est un outil qui permet de créer des œuvres, euh, comment dire, qui permet, alors pour l'instant, on est encore comme le web dans les années 90, c'est-à-dire que c'est des artistes qui s'en emparent, mais après, en réalité virtuelle, ça va être le web d'aujourd'hui, quoi, tu vois. Et donc, c'est un bel espace pour faire de la création. Et je pense que la création en réalité virtuelle, elle n'est pas uniquement, si tu veux, les séries, par exemple, tu fais de la série pour un network, t'es cinéaste, tu peux faire de la série, c'est la même écriture, tu travailles autrement, tu as plus de temps, c'est un travail un petit peu différent, mais c'est le même savoir-faire. Là, la réalité virtuelle, tu as un savoir-faire de cinéaste qui peut être utile, de metteur en scène de théâtre, de créateur de jeux vidéo, d'artistes contemporains, parce que c'est des expériences. Et il y a plein de gens qui peuvent venir se glisser dans la réalité virtuelle avec leur monde, leur savoir-faire, et voilà, donc pour moi, c'est vraiment un langage différent. Alors, le seul savoir-faire qu'il a me permet de travailler, c'est que j'ai les mêmes équipes d'effets visuels. Donc, tu vois, mais par contre, c'est pas du tout la même grammaire, c'est pas du tout les mêmes choses. Mais c'est très, très intéressant. Là, j'essaye de développer une nouvelle expérience en réalité virtuelle. Et j'aimerais continuer à en faire parce que c'est un espace incroyable. Mais bon, c'est pas mon espace. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je suis un cinéaste, je fais des films. Bon, je suis aussi un Abuesca Hero, mais bon, là, ce soir, on a un peu parlé de ça, mais sinon, on n'aurait pu parler que de cinéma. Je suis un cinéaste, c'est ma passion, et je fais des films. Euh, voilà. Mais si je peux faire un peu de réalité virtuelle, comme j'aimerais faire peut-être, comment dire, si tu veux, une œuvre d'art, tu vois, ou si je fais un jour une mise en scène de théâtre, ça me plaît. C'est juste que d'un coup, tu vas aller dans un autre espace, comprendre un C'est ça, pour langage. toi, c'est un autre, parce que c'est une question aussi, ça rejoint une question qu'on reçoit sur le chat, c'est est-ce que c'est le nouvel avatar de cet art qui est le cinéma et de cette industrie, ou comme tu sembles le dire, est-ce que c'est autre chose, c'est un autre média, un nouveau média? C'est autre chose.
la réalité virtuelle n'arrivera jamais, jamais, jamais à concurrencer le cinéma sur certains domaines, sur l'émotion, sur ce que on va raconter dans une narration et sur des personnages. Jamais. Moi, je pense. C'est comme le cinéma ne concurrence pas la littérature ou le théâtre, c'est autre chose. Tu vois, c'est-à-dire que tu as d'abord eu le théâtre, après la littérature, après le cinéma, après les jeux, tout ça, rien n'a été enlevé. Voilà. Je dis là, c'est juste un énorme truc qui est en train d'arriver, dans lequel il y a des gens qui auraient voulu être cinéastes, par exemple, et qui disaient non, mais moi, c'est ça qui m'intéresse. Tu vois? Moi, si j'étais aujourd'hui, je pense, si j'avais 25 ans, Ouais, tu irais dans la euh, VR. peut-être. Mais en fait, j'aime tellement mon métier, j'aime mon savoir-faire, mais j'aime tellement ce que je fais avec le cinéma. Mais quand je dis le cinéma, je sais pas si je referais des longs métrages, c'est fatigant, je sais pas. Tu viens d'en faire un, quoi. Oui, justement, j'adore, hein, j'adore en faire, c'est magique. Mais je ne sais pas si je vais retrouver la liberté que j'ai eue. J'ai eu tellement de grâce et de liberté que le cinéma aujourd'hui, de long métrage de cinéma, hein, je parle qui va dans les salles, c'est très, très contraignant. Et je me demande si par contre je ne ferais pas des choses pour des plateformes, tu vois, ou de la VR, et peut-être un film, ou des documentaires, enfin tu vois, voilà. Mais si j'étais du coup un jeune qui arrivait et qui rêve aussi de cinéma parce qu'il a vu des films sur un grand écran, aujourd'hui le cinéma est quand même en grande souffrance sur la créativité, le système est complètement tronqué. Attends, Alors attends, heureusement, laisse-moi un petit peu, on va en parler pour terminer justement de l'actualité du futur du cinéma, qui est quand même dans une crise sans précédent, hein, ne serait-ce que par la fermeture des salles et la reprogrammation de toutes les sorties. Enfin, on va en parler si tu veux bien, ne déflore pas le sujet. oui, mais On continue un petit peu sur la progression de ta carrière. On arrive au gros carton quand même. Le plus gros carton, si je ne m'abuse, corrige-moi si je me trompe, 99 francs, adaptation du roman de Frédéric Becbédé, et là aussi un monstre vivant du cinéma français, non plus Vincent Cassel, mais cette fois-ci Jean Dujardin. Je passe quelques images et on se retrouve juste après. J'ai passé ma vie à vous manipuler contre 75 000 francs par mois. C'est moi qui décide aujourd'hui ce que vous allez vouloir demain. Chanel, Eurostar, Barilla, Madone. Vous êtes prêts pour la présentation chez Madone cet après-midi? Oui, tranquille, on tient un truc, quoi. Une ravissante femme, ni trop vieille, ni trop jeune, ni blonde, ni brune, châtain. Bon, oui. Elle regarde la caméra et s'écrit d'une voix suave, mais authentique. Je suis belle, n'est-ce pas? Mais moi, je ne me pose pas la question. Je suis moi, tout simplement. Voilà mon secret. Mais ce n'en est plus un maintenant, puisque je vous ai tout dit. C'est génial. Tu n'as aucun amour propre. Je te méprise. 99 francs. Jamais crétin irresponsable n'a été aussi puissant que moi depuis 2000 ans. Alors Yann, Jean Dujardin, 99 francs, une critique acérée du monde de la pub. Hein, ah bah là, on voit. Alors, c'est intéressant, c'est qu'il se trouve complètement par hasard que j'ai revu le film il y a 2 jours pour le montrer à ma fille qui a 15 ans et que je n'avais pas vu depuis des années. Voilà, donc ça, c'est assez frais pour moi. Il y a d'autres films, je n'ai pas vu depuis 10 ans, hein, mais celui-là, je viens de le revoir. Je ne sais pas quoi dire sur 99 francs, sauf que ça a été aussi quand même une très belle aventure. D'abord, créative. Tu vois, on y est vraiment. Tu vois, aujourd'hui, un film comme ça se ferait pas, ou pas pareil, ou avec beaucoup moins d'argent. Donc, mais avec Jean, avec Jocelyn, feu Jocelyn Quivrin, qu'on voit dans la bande-annonce, avec la rencontre avec Nicolas Marié, tout le casting, toute l'énergie qu'on a mis avec Fred, avec Bec BD aussi. Voilà, c'était une vraie opportunité, tu vois, de faire pour moi, c'était après, tu vois, Darshan, D'autres mondes, Blueberry, de revenir dans ma tribu, en fait, et de, tu vois, et de rentrer et de dire, bon, ben voilà, on va faire. C'est assez militant, hein. Je l'ai revu, le film, tu vois, sur des choses, Tout à on est fait. je sais plus, on l'a fait en 2006, 2007, je crois. 2007. Et voilà, enfin, on a tourné en 2006, il est sorti en Ouais. 2007, oui. Euh, et,
Voilà, il y a plein de choses, des problématiques qui sont toujours les miennes, hein, mais sur la bouffe, la malbouffe, le monde qu'on nous vend, les idéaux qu'on nous vend, la violence en entreprise, hein. C'est aussi un film sur la violence en entreprise, hein, sous le côté cool de la pub, c'est ultra violent ce qui se passe là-dedans. Et puis moi, je connaissais bien, c'est-à-dire qu'il y avait une chose, souvent quand j'ai fait des PPM, là, ces fameuses réunions où on voit tous les détails du film, qu'il y a dans le film, souvent je me suis dit, mais c'est dingue, si les gens savaient, et encore, hein, nous, dans la PPM du film, on est vraiment en dessous de la réalité, hein. Parfois, il y a des choses voilà, qui sont surréalistes. Et je m'étais souvent Explique un dit, peu plus pour notre public, si tu veux bien, Yann, ce que c'est une alors, non, PPM. la PPM, c'est la pre-production meeting, c'est-à-dire le meeting où tous décident la couleur du gazon, la couleur de ci, on vérifie tout, on voit les intentions de stylisme et tout le monde s'exprime. Voilà. Pour un petit film de 30 secondes, ça peut durer 6 à 8 heures. Sauf si on a eu une série de réunions avant et on peut plier le truc en 2 heures. Où on voit le casting, etc., où on valide, c'est une survalidation de tout ce qu'on va faire après dans le film et qu'on se mette tous d'accord. Mais c'est totalement surréaliste. Donc dans le film, il y a cette scène et c'est vrai que moi, quand j'ai vécu ces réunions, je me dis, mais un jour, parce que vous êtes juste le réalisateur du film, donc il y a les créatifs, le client, etc. Alors, moi, j'ai vécu des PPM formidables avec des gens super, qui sont passés très rapidement, mais il y a quand même eu quelques exemples de choses où pour vous, c'est du chinois quand même. D'un coup, les gens se mettent à parler d'objectifs, de la marque, sur des choses et que vous demandez de quoi on parle. Parce que vous êtes avec votre caméra, vous allez faire un plan, hein, c'est une chose simple, vous allez le faire au mieux. Et donc, on a l'impression que c'est 2 millions c'est d'espace de la publicité, que derrière, il y a un sens. Donc, c'était assez surréaliste. Et c'était assez, du coup, jouissif, puisque je connaissais quand même. Alors, je connaissais pas la pub parce que j'ai pas été créatif, tout ça, hein, mais j'en ai côtoyé. Et j'ai mis des choses, moi, perso, dans le film. Par exemple, j'ai mis des choses que j'aime dans la pub et des choses que j'ai vues dans la pub. C'est-à-dire que dans la pub, il y a des gens qui sont créatifs, qui ont des idées, qui cherchent à vendre effectivement un produit, mais qui ont des idées. Et c'est souvent ces idées, les bonnes idées de pub, elles sont jetées, un peu comme parfois dans les films, on vous remonte le film, et elles sont jetées à la poubelle parce que le client, d'un coup, veut un truc beaucoup plus simple, ce qui est l'histoire du film, hein. Et je te dis, par exemple, il y a des mots qui sont de moi dans le scénario. Derrière chaque film pourri, il y a un joli film qui a été jeté. Dans le cinéma, au début, quand Octave, tu vois, il regarde la publicité de Ridley Scott pour Apple. Et moi, je suis derrière dans le cinéma en pyjama avec mon petit toupet, puisque je l'ai revu avant-hier. Et je vois cette pub et les pubs de Châtillaise ou de Mondino. À l'époque où moi j'étais jeune et j'allais au cinéma à Graz, dans ma petite ville, et j'allais voir un film, pas forcément. Je voyais d'un coup la pub de Ridley Scott sur Apple et de pub de Châtillaise et une pub de Mondino. Je me disais, mais ça, c'est de la création, plus que dans tout le long métrage derrière, qui est un produit commercial. Et ça, c'est aussi la deuxième fin de 99 francs, elle est là-dedans. Elle dit qu'on vous demande de choisir une fin. Il y a des gens qui sont allés chercher les bulletins, hein, quand même, hein. Tu vois, il y a des gens qui ont dit, j'ai pas trouvé le bulletin pour choisir. Et je trouve ça normal de choisir. Espèce de crétin. Tu trouves ça normal, tu vas dire au peintre ce qu'il va faire, etc. Mais c'est quoi ce délire? Et en fait, on est dans un monde où le cinéma est un produit. Donc, tu vois, il y a une humilité par rapport au sujet. On défonce la pub, mais après, on dit quand même, on fait des produits. Donc, ce film, il navigue. Ça va, c'est pas un produit, hein, c'est plutôt. Tu vois, mais le cinéma, c'est ça aussi. C'est des gens qui font des produits et des produits culturels, un peu pof, machin, et parfois la pub est plus créative. Tu vois, c'est-à-dire que moi, c'est vraiment une ode à la créativité, à la création, et, et donc voilà, ça c'est le côté positif de la publicité qui m'a toujours fasciné à la publicité. C'est quand d'un coup, il y a une alchimie, si tu veux, entre une équipe de créatifs qui a des super idées, mais un client qui suit, qui dit, OK les gars, on va faire ça, ça va taper, un réalisateur qui rentre dans la danse et avec tout le monde, et ils font un film magique. Ben, ça, c'est toutes les histoires dans tous les territoires. Et c'est un peu l'histoire du Sacre du Printemps avec Chanel et Stravinsky. Tu vois, c'est-à-dire que d'un coup, tu as les ballets russes, qui va être le film que tu vas faire 2 ans après, si je ne me trompe. Voilà. Et tu as Diaghilev qui monte avec Nijinsky, la plus démente des chorégraphies, avec le plus barré des musiciens, qui est Stravinsky, et ils font
Le Sacre du Printemps, qui provoque un scandale dans la salle, mais voilà, ce qu'est le film. Hein. Le film, c'est vrai, c'est le plus grand scandale de l'histoire de. C'est l'inauguration du Théâtre des Champs-Élysées et les mecs se sont mis à hurler, à se provoquer en duel, à crier. Les musiciens, les danseurs n'entendaient plus les musiciens tellement ça criait. Alors que vous avez 400 musiciens, puis le Sacre du Printemps, ça bourride. Et donc, là encore, il y avait, tu vois, d'une autre manière, un truc qui m'a complètement accroché, à savoir cette thématique de l'artiste face à l'œuvre, au public, à prendre des risques, et puis ces conjonctions. Moi, j'adore dans le monde des arts les conjonctions, c'est-à-dire le producteur, le mécène, le producteur qui arrive et l'énergie de l'acteur ou de l'interprète ou du chorégraphe ou du musicien, et que tout ça, à un moment donné, il y a, tu sais, un alignement de planètes comme ça, et le truc part et se fait. Et c'est ça qui sont les belles œuvres. C'est de plus en plus difficile dans notre société moderne, puisque notre société contemporaine, ceux qui vont prendre des décisions, c'est les services marketing des sociétés de films. Par exemple, il y a des gens qui vont lire un scénario, ils vont dire, ah, il est formidable ce scénario, puis le service marketing va dire, oui, mais on ne sait pas comment le vendre, donc on ne le fait pas. Ça, c'est la réalité. Alors, passons justement, accélérons un petit peu le calendrier, le temps, et passons au dernier film que tu viens à peine, il y a un mois, de sortir sur les écrans, Mon cousin, avec là aussi un autre grand acteur, deux grands acteurs, un Belge et un Français, Vincent Lindon, et ce grand acteur François Damien qui a commencé sa carrière dans les caméras cachées assez trash aussi en Belgique. Tu veux en parler un petit peu de ce Mon cousin et puis peut-être extrapoler un peu là-dessus. Alors, c'est un film de commande, tu as commencé à le dire tout à l'heure. C'est un film qu'on aurait moins attendu dans la filmographie de Yann Kounen. Et puis la deuxième proposition de commentaire, c'est qu'est-ce que c'est de sortir un film en pleine année 2020 entre un confinement et un autre, et quel est l'avenir du cinéma plus largement? Allez, débrouille-toi avec ça. Alors, ok, je me débrouille avec ça et on conclut là-dessus, c'est ça, l'idée. Non, vas-y, il y a quelques questions à passer encore. Ouais, mais après, moi, ok, bon. Oui, Qu'est-ce que je veux? Oui, donc j'ai fait Mon cousin. Alors, Mon cousin, c'est une proposition particulière. Moi, je pensais plus faire du cinéma pour les salles parce que j'ai pendant 10 ans essayé de monter des projets. Et puis, j'ai monté un projet avec un producteur que j'aime beaucoup, Richard Grandpierre. J'ai essayé de monter un projet qu'on n'arrivait pas à monter. Et lui, à un moment, m'a proposé ce film. Et je me suis dit, tu vois, et ça, c'est encore la liberté que tu te donnes. Chiche, ça me rappelle les films que j'aimais de tandem, du cinéma français que je revoyais le dimanche soir en famille à la télévision. Et je me disais que ça faisait un moment que j'ai jamais fait de film sentimental, enfin, tu vois, de jouer vraiment avec une chose sentimentale. Et je me disais, c'est ce que j'avais envie de faire, mais je le voyais plutôt le faire avec un couple de jeunes, quoi. Pas forcément avec deux. Ils seront contents de t'entendre. Voilà, pas forcément avec deux mecs de 50 ans passés. Et en même temps, de revenir sur un sujet très, très doux et simple, la famille, avec bien sûr aussi plein de choses à l'intérieur. Mais de me dire, est-ce que je suis capable? Parce que souvent, tu sais, tu regardes des comédies, tu te dis, qu'est-ce que j'aurais fait, moi? Tu vois? Tu te le dis un peu. Un exercice un peu plus. Ouais, c'est un exercice vertigineux parce que c'est des films que j'aime. Hein. Moi, j'étais nourri par Bourvil, c'est et La Chèvre, et les tandems et La Chèvre et tout ça. Mais je me suis jamais imaginé le faire. Donc là, il y avait un espèce de challenge. Et puis bon, c'est vrai que c'est le casting qui m'a décidé. Hein. Le film est arrivé avec le casting. Ils m'ont dit, c'est l'histoire, c'est un film tandem, une comédie, mais c'est avec Vincent Lindon qui joue un grand patron, c'est-à-dire l'opposé de tout ce qu'il fait depuis 10 ans dans le cinéma, et François Damiens, avec qui j'essayais de faire des films depuis 2 ans. Puis on a monté des projets, enfin, on n'a pas réussi à monter les projets qu'on devait faire et on s'entendait très, très bien. Et d'un coup, je me dis, waouh, ça vraiment, c'est intéressant. Tu vois, c'est vraiment un film de casting. C'est le casting qui m'a décidé. Chanel Stravinsky, un petit peu, puisqu'il y avait Mads Mikkelsen déjà attaché au film. Et Anna Mouglalis déjà, ou c'est toi qui l'as casté? Non, ça, je l'ai casté. Mais c'est la décision, mon désir, il était de travailler avec Mads. Après, et là, c'était l'idée de voir ce tandem et de faire le film. Donc, ça a été, après, j'ai pu mettre des petites choses à moi, mais tu vois, de manière homéopathique par rapport aux autres films. Les rêves, l'errance, tout ce qu'il y a, tu vois, voilà. Mais après, j'avais un cadre beaucoup plus serré, un peu incontournable dans le début, la fin. Mais donc, je fais le film, je le finis, je l'aime beaucoup ce film. Voilà, je suis sûr que c'est un film qui va vivre, qu'on verra le dimanche soir, parce qu'il est touchant, il est simple, il y a quelque chose de doux et dedans. Allez, on passe la bande-annonce tout de suite si tu veux, d'une minute. Ouais.
Tu m'entends? Oui, on t'entend. Bon, il va falloir que j'arrête vraiment, hein, parce que là, à côté, voilà, je suis on avait dit une heure Oui, et ça marche, ça demie, et marche. là, ouais. Donc là, Deux tu me petites lances sur questions, une si tu petite veux bien, pour conclusion. finir. Ouais. Je répondrai brièvement, ok. Une question qu'on a, c'est de Steno qui nous demande si tu aurais des envies de série, Yann. Ouais, on est repassé. Ah, est-ce que j'ai envie des séries, Vas-y, c'est vas-y. ça la question? Oui, alors, bah, Est-ce oui, que bien tu aurais sûr, des envies de série? bien sûr. En fait, avant, ça m'intéressait pas du tout la série. Puis bon, dans l'époque actuelle, c'est aujourd'hui la création est beaucoup plus dans les plateformes et la série. Donc oui, j'ai même essayé de monter une série qu'on n'a pas réussi à monter, mais dont on va faire des albums de bande dessinée. On est en train. Et oui, ça c'est un truc qui m'intéresse. J'ai fait de la mini-série quand même, hein. J'ai fait Le vol des cigognes pour Canal+, qui était une mini-série en 2 épisodes. Et puis j'ai fait The Show avec pour Black Pills, qui est une mini-série ou une série digitale, on va dire, qui est 1 heure et demie de fiction coupée en épisodes d'une dizaine de minutes, euh, qui était très bien. Voilà, donc j'étais vraiment content de faire cette petite série. Mais faire une vraie série, on va dire, sur une dizaine d'heures ou une mini-série sur 3 4 heures, ça, c'est vraiment une chose que j'aimerais aimer faire. Mais pour ça, il faut qu'il y ait un bon scénario, une bonne histoire. C'est toujours pareil, hein, en fait. Je ferais bien. Il y a des histoires qui valent le coup de se raconter en 5 minutes, d'autres en 4 heures. Il faut juste que ça résonne, quoi. Mais je pense que j'en ferai. On m'en propose. Pour l'instant, j'ai pas trouvé encore la série que j'aimerais faire. Et voilà. Donc, Alors, tu autre nous promets question? un nouveau Director's Cut de Blueberry. On va avoir une série Yann Kounen. Toute petite question anecdotique et avant une autre question après, je te laisse, c'est promis. Walter nous dit Goedenavond, j'imagine que ça doit être du hollandais. Votre parcours me fait souvenir à celui des artistes néerlandais qui ont fait la carrière à l'étranger, tels qu'Anton Corbijn et Niels van Iperen. Y a-t-il la chance de vous voir tourner un jour aux Pays-Bas? Goedemorgen. Non, il n'y a pas la chance de me voir tourner aux Pays-Bas en langue hollandaise parce que je ne la parle pas. C'est mon père qui était hollandais et j'ai la nationalité hollandaise, mais je ne parle pas la langue. Donc, je tournerai avec plaisir parce que j'adore la Hollande, mais et puis je peux tourner dans une autre langue, hein. Aujourd'hui, on peut, mais j'aime bien quand même tourner dans une langue que je maîtrise un minimum. Donc, je pense que si j'avais parlé le hollandais, j'aurais déjà fait un film en Hollande. Voilà, c'est Comment clair. vois-tu Et l'avenir du cinéma et du cinéma européen à l'heure du Covid et quand tout cela. alors oui, ça c'est Est-ce la que fin le de la cinéma est mort, question. comme disent certains? Ah bah, c'est bête de finir ce talk avec cette question-là Non, parce non, que il y a encore une autre question. non, C'est mais ça oui, mais finit. moi, bon, d'accord. Bah, écoute, c'est une transition. C'est une transition. J'espère que les salles vont pas toutes fermer. Moi, j'ai peur pour les salles, les projets. Tu sais, c'est très difficile de projeter ce qu'il y a, mais c'est vrai que la consommation des films va devenir différente. On fera toujours des films. Moi, j'aime tellement la salle que ça me ferait de la peine que la moitié des salles en France ferment et qu'on ait que du Marvel au cinéma, quoi, et qu'on ait, bien sûr, mais aujourd'hui, je dois admettre que c'est très rare de pouvoir, il y a des petits distributeurs qui font, mais c'est très rare d'aller et te dire, tiens, ça c'est bien, à part quand tu vas voir Tenet, mais il y en a qu'un, il y a Nolan, il y a Scorsese, c'est quelques grands réalisateurs qui peuvent faire des grands films de cinéma et après, tu peux trouver des perles de cinéma étranger, européen, mais il y en a. Maintenant, les sorties sont de plus en plus petites, tu vois. Et donc, non, je suis pas très optimiste. Je pense qu'il y a de plus en plus, les films sont de plus en plus consommés, mais pour le cinéma, je suis pas très optimiste. J'ai peur que ça devienne un peu un parc d'attraction pour que des trucs spectaculaires et que le reste, ça finisse sur des plateformes ou de la VOD, des choses comme ça. Mais bon, l'important, c'est de raconter des histoires. Et heureusement, il reste derrière les festivals. Les festivals, ça, c'est formidable. Moi, j'adore aller à un festival parce que d'un coup, je vais me prendre la crème de tous les films en salle, dans des belles conditions. Et, et, et voilà. Donc, peut-être plus de festivals, un peu comme la musique a été sauvée. Enfin, les artistes ont pu faire des concerts. Peut-être que le festival va redevenir un espace où on va avoir vraiment de la création de Événementialiser cinéma. les sorties et les productions. Voilà, je suis pas super optimiste pour la salle.
parce que je ne suis pas optimiste sur la capacité dans mon pays de mettre de la création en avant. Je pense que les sociétés sont gravement impactées par la concurrence. Je ne parle même pas du Covid, qu'ils n'avaient déjà pas beaucoup envie de prendre des risques ces dernières années ou depuis 2008. Et alors là, ils en auront encore moins. Tu vois, chaque année, ils faisaient des trucs un peu sûrs que ça marche ou qu'il y avait des vraies chances et puis ils prenaient risques sur 2-3 films. Maintenant, ces 3 films, c'est terminé, quoi. Ils vont aller que sur certaines valeurs. Donc, j'ai un peu peur de ça. Mais dans ces périodes de crise, il y a toujours un truc qui sort. Il y a peut-être un cinéaste qui va éclater. Il faut faire des films pas chers. Voilà, je pense pour le cinéma. Et après, l'autre partie de la question, c'était quoi? Le cinéma européen. Y a-t-il un cinéma européen? Comment Ah, vois-tu, toi, cette dimension? oui, Parce oui, que oui. ton intervention se fait là dans le cadre d'un festival de Oui, cinéma bah, le européen. cinéma européen, oui, c'est top. Enfin, moi, j'aime beaucoup ce qui sort du Danemark, des pays nordiques, de l'Espagne, de l'Italie. Il y a aussi. Voilà. Après, enfin, il y a pas un cinéma avec, tu vois, un genre cinéma européen. Mais dans l'Europe, on a des institutions, attention, en France encore plus qu'ailleurs en Europe, qui financent du cinéma, qui financent à un moment donné, qui disent ce film, c'est bien qu'il existe, on va les aider parce que c'est pas si commercial que ça. Et ça fait avancer. Et si nous, on a une industrie forte en France, qu'on avait et on a encore, c'est parce qu'on a eu le CNC, la volonté politique. Et au niveau européen, il y a une vraie aide du cinéma. Donc, quelques auteurs de chaque pays peuvent encore ne pas être complètement assujettis au système commercial. Et donc, il y a de la création plus que généralement aux États-Unis, où là, on est purement c'est que le commerce qui dicte la fabrication d'un film, ou un mécène, tu vois, mais voilà. Donc, oui, on a quand même des institutions et du support fort. Et il faut tenir parce que dans période de crise, les premiers qui prennent, c'est la culture. Hein. Donc voilà, s'il y a plus d'aide, je pense que le truc va vraiment s'effondrer. Et si on effondre le cinéma et qu'on laisse le champ aux plateformes, elles vont devenir beaucoup moins cool. Parce que là, elles essayent de tuer la concurrence. Elles produisent des auteurs, etc. Mais quand il n'y aura plus du tout de possibilité d'aller au cinéma, elles dicteront la loi. Il ne faut jamais qu'il y ait une forme de monopole de qui que ce soit. Et surtout, entre la salle et les plateformes, il faut toujours garder un équilibre pour que même la création des plateformes soit plus intéressante, soit plus forte. Elle garde ce côté créatif. Merci Yann, merci. Je vais pas on aurait beaucoup de choses encore à échanger, mais je sais que tu as d'autres engagements. Ce fut un véritable plaisir vraiment de t'avoir parmi nous au Pérou. Il y a d'autres questions. On verra comment te les poser, te les faire parvenir, ou on verra comment te les poser en vrai quand tu reviendras ici. Voilà, ou on fait ça, ou sur 2 ou 3 questions, dans quelques jours, tu me les envoies, et puis je fais une petite vidéo et vous vous débrouillez avec. Super, avec grand plaisir. Merci pour ta générosité. Tu me fais une liste, je ne répondrai peut-être pas à tous, mais celles pour lesquelles j'aurai une réponse, d'accord? Il y a des questions sur l'Amazonie, la défense de l'Amazonie, mais ce sera l'occasion d'en discuter ensemble. Merci encore Yann, à très bientôt. Avec grand plaisir, on t'accueillera ici dans notre Alliance française de Lima et au Pérou. Et puis le Festival du film européen de Lima du Pérou, le groupe EUNIC et l'Alliance française ont été vraiment ravis de t'accueillir. Merci pour notre public, merci pour les aspirants cinéastes péruviens et latino-américains qui, sans nul doute, auront goûté et profité de ces riches échanges. Merci Yann. Merci de m'avoir invité. Bon courage, bon suerte para el festival. Eso, gracias. Lo hubiéramos podido hacer en español, la próxima vez mejor. Ciao. Et merci à toute l'équipe qui a permis ce rendez-vous possible. Merci à Claudia, notre interprète. Merci à Coralie et à Sofia, les techniciennes qui se cachent derrière les Zooms et les Facebook, parce que voilà, ça aussi, nos métiers se transforment. Pardon pour les petites imperfections techniques. On fera mieux la prochaine fois. Allez, salut à tous. Bonne soirée en France. Au revoir, merci. Bon appétit au Pérou pour le midi. Ciao. Salut Yann, à bientôt. Ciao. Au revoir.